Salut à tous, j'espère que vous allez très très bien. Dans cette vidéo, je suis avec Roman. Donc, merci Roman de m'avoir rejoint pour cette grosse vidéo, puisque aujourd'hui, on va parler de la bourse et on va parler de la bourse de manière générale, comment fonctionne la bourse et surtout comment investir en bourse. Et on va voir donc une petite spécificité dans la bourse avec les actions à dividendes. Et donc, Roman est plutôt spécialisé dans ce domaine-là, puisque ça fait déjà 1 ou 2 ans que je le suis. Et donc, avec lui, je vais vous présenter donc, cette grosse vidéo. On va avoir beaucoup de valeur. Donc, n'hésitez pas à la mettre comment dire, à regarder plus tard si vous n'avez pas le temps de la regarder en entier, parce qu'il y aura beaucoup de choses hyper intéressantes qu'il va nous partager. Donc déjà, Roman, merci d'être avec moi. Et est-ce que tu pourrais te présenter pour les gens qui ne te connaissent peut-être pas? Ouais, salut Axel, merci pour l'invitation. Franchement, ça fait super plaisir. Donc, je m'appelle Romain Paillet, j'ai 28 ans et ça fait un peu plus de 5 ans maintenant que j'investis en bourse. Ça a vraiment démarré comme un hobby ça a démarré très tranquillement et c'est devenu vraiment un hobby. Et désormais, du coup, j'ai une chaîne YouTube dans laquelle j'explique justement comment investir en bourse pour se générer une source de revenus passive, sécurisée et croissante grâce aux dividendes. Et d'ailleurs, tu as quand même pas mal d'expérience puisque tu as investi un bon patrimoine déjà que tu partages dans tes vidéos. Donc, moi, c'est ce que j'avais vraiment aimé dans tes vidéos. C'est pour ça d'ailleurs que, contrairement, enfin, pas contrairement, mais par rapport aux autres personnes qui faisaient des vidéos sur la bourse, etc., en fait, ils parlaient jamais de leur portefeuille, ils montraient jamais réellement quelles actions ils achètent, etc., pourquoi. Et en fait, tu n'as jamais vraiment de concret. Et toi, tu étais genre l'un des seuls qui montrait réellement ton portefeuille, combien tu gagnais, combien tu perdais. Donc, tu t'expliques tes erreurs, ce que la plupart des gens font pas. Donc, je trouve que c'était hyper cool. Donc moi, c'est ce qui m'a donné vachement confiance dans toutes tes vidéos. Et du coup, donc toi, tu as commencé donc, il y a 5 ans à investir. Qu'est-ce qui t'a genre, poussé à investir quel était enfin, je sais pas s'il y a eu un déclic ou quelque chose qui t'a donné envie. Ouais, donc juste pour rebondir vite fait sur ce que tu as dit, en effet, j'ai commencé ma chaîne parce que je voyais beaucoup de chaînes YouTube qui montraient un peu bling bling, tu sais, qui montraient Ouais. la réussite financière et qui montraient que le côté je dépense beaucoup, regardez, je suis dans des villas, etc. Et c'est vrai que ça manquait un petit peu d'honnêteté, de franchise, de choses réelles parce qu'on sait très bien qu'il y a des gens qui louent des villas et derrière ils vivent pas forcément dans cette villa. Enfin voilà, il y avait c'était assez opaque comme milieu et du coup j'avais envie d'avoir une approche plus honnête, plus transparente. Voilà mes erreurs, voilà ce que j'ai fait, voilà combien j'ai investi, voilà ce que ça a donné. Vraiment pour essayer de motiver parce que finalement investir c'est pas justement réservé aux riches, on peut démarrer avec un petit capital et on peut obtenir de très bons résultats, on va en parler ensemble là et voilà, j'avais juste envie de montrer que voilà, même mon parcours, partager tout ça et ça a vachement connecté avec pas mal de gens, donc c'est cool et je vois de plus en plus de gens qui sont plus honnêtes, qui partagent de manière plus franche les choses sur YouTube, donc ça fait super plaisir. Mm. Et du coup, pour répondre à ta deuxième question, comment je me suis retrouvé à démarrer à investir? En fait, depuis que j'ai 18 ans, j'ai une activité indépendante. Et donc, les indépendants doivent bien le savoir. On peut gagner pas mal d'argent quand on a une activité et quand on a son compte, mais souvent, ça va faire les dents de scie. Donc, on Mm. va avoir des périodes où on va gagner beaucoup d'argent, on va être super content, on va se dire, j'ai fait un super mois, on va commencer à payer des trucs à droite à gauche, etc. Et au contraire, on va avoir des périodes où, boum, d'un coup, ça va beaucoup moins bien marcher, on va pas trop savoir pourquoi. Moi, j'ai fait beaucoup d'e-commerce, donc j'étais lié, par exemple, à la publicité sur Facebook. Donc voilà, on est souvent dépendant de certaines plateformes et les revenus peuvent vraiment beaucoup varier. Et je t'avoue que j'ai enchaîné comme ça plusieurs années parce que j'y connaissais pas forcément grand chose dans l'argent et j'enchaînais, je savais un petit peu comment gagner de l'argent, mais je savais pas comment conserver cet argent et l'investir. Et donc j'enchaînais plusieurs années, tu vois, où j'étais super heureux d'avoir fait des bons chiffres et je dépensais tout, avec des périodes limite de dépression où je me stressais énormément. Je me disais, wow, il faut absolument que tu fasses du chiffre ce mois-ci, sinon tu vas te retrouver dans la merde, tu vas pas avoir de quoi payer ton loyer. Donc voilà, j'ai enchaîné beaucoup de périodes comme ça, jusqu'au jour où je me suis dit, ok Roland, ça suffit. J'ai carrément fait un burn-out à un moment et je me suis dit, Ah ok, ouais. ça suffit. Il faut que tu mettes de l'argent de côté pour juste te rassurer, quoi. Juste te dire, si tu fais un mauvais mois, c'est pas la fin du monde. Tu as toujours de l'argent sur tes comptes, tu auras de quoi rebondir. Et donc, au Mm. début, c'était juste ça, tu vois. C'était juste me dire, OK, il faut que je mette de l'argent de côté et que j'arrête de tout dépenser parce que j'avais vraiment ce mauvais réflexe qui était, je gagne plus, je dépense plus, tu vois. J'avais tellement été frustré de pas gagner assez à un moment dans ma Ouais. vie que dès que j'ai commencé à débloquer des choses, hop, je me suis mis à acheter des choses. Et donc, en fait, je m'enrichissais pas vraiment, tu vois, parce que si tu En fait, gagnes 1000 euros de plus tous les mois, t'épargnais même pas, en fait. T'épargnais même pas. c'est ça, c'est Ok. ça. Donc, tu gagnes 1000 euros de plus, tu dépenses 1000 euros de plus. Et il y a beaucoup de gens qui pensent, d'ailleurs, pour rebondir là-dessus, il y a beaucoup de gens qui se disent, oui, je mettrai de côté quand je gagnerai de l'argent, tu vois. Ouais. T'inquiète Non, pas, là, c'est parce que je gagne pas grand-chose, je mets pas de côté. Mais quand je gagnerai plus, c'est faux. La réalité, c'est que mettre de côté, c'est une habitude. Et vous pouvez demander à des gens, des fois qui sont SMIC, ils arrivent à mettre 10-15% de côté. Pourquoi? Parce que on leur a appris depuis longtemps d'enfance qu'il fallait mettre un pourcentage de côté. Moi, on Mm. m'avait pas appris ça, et du coup, peu importe combien je gagnais, je dépensais tout. Parce que moi, dans ma mentalité, c'était bon, il y a de l'argent sur mon compte. À quoi bon le garder? De toute façon, Dépenser. je vais pas enfin voilà, j'ai pas, voilà, autant le dépenser tout de suite dans quelque chose qui me fait plaisir. Tu vois, j'avais pas du tout cette notion-là.
du coup, j'ai commencé à me dire, OK, Roman, il faut que tu mettes de l'argent de côté. Et je me suis mis à lire un peu des livres de finances personnelles, tu vois, notamment aux États-Unis. Un des livres les plus connus que vous avez peut-être déjà lu, ça s'appelle Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. C'est un des livres les plus connus dans les finances personnelles. Donc, je lis ça. Et voilà, j'essaie de le lire en me disant peut-être qu'il va me donner des conseils justement sur comment mettre un peu plus de côté, épargner, prendre les bonnes habitudes là-dessus. Et je me souviens avoir été tu vois, un peu déçu et choqué parce que justement, au contraire, Robert Kiyosaki, à un moment dans le livre, annonce au KLM, les épargnants sont des perdants. Donc, savers are losers, comme il dit en anglais. Et je me dis, attends, je suis en train de lire un bouquin pour justement apprendre à épargner et le gars est en train de me dire que c'est un comportement de perdant. Donc, tu vois, je lis ça, je suis un peu énervé. Je me dis, mais attends, pourquoi ça serait un comportement de perdant? Au contraire, ça va me permet d'avoir plus d'argent de côté, etc., etc. Et en fait, il explique que c'est un comportement de perdant pour la bonne raison que pendant que moi, je travaille dur et j'épargne mon argent, de l'autre côté, il y a des institutions financières, donc les banques et des États, qui en impriment en masse, donc en grande quantité. Et ce qui se passe automatiquement, quand on imprime, voilà, c'est très logique, hein, plus quelque chose est disponible, moins la valeur diminue. Au contraire, plus la chose est rare, plus sa valeur augmente. Et donc, si on imprime mes billets, moi, les miens, ceux que j'ai, ils baissent tout simplement en valeur. Et donc, ce qu'il explique, c'est que si vous mettez juste de l'argent de côté, vous faites que ça, eh bien, tout simplement, il y a l'inflation, donc c'est le fameux phénomène économique de l'inflation, qui va petit à petit manger vos économies et qui fait que finalement, vous auriez beau avoir mis de l'argent de côté, vous allez vous retrouver avec pas grand-chose. Donc, tu vois, j'ai fait un petit fichier sheet que je vais pouvoir partager tout de suite, histoire de vous montrer. Ici, vous avez vraiment ce schéma qui illustre bien finalement ce phénomène. On voit qu'en 1913, $1 valait $1. Donc, avec $1, on pouvait faire beaucoup de choses. Et le pouvoir d'achat de ce $1, vous voyez, a chuté. Alors, on a quelques périodes où c'est remonté. Mais globalement, aujourd'hui, en 2013, donc c'est même pas aujourd'hui, hein, ça a dû augmenter, baisser encore plus dernièrement avec la Covid et avec toute l'impression monétaire qu'on a pu avoir. Mais en gros, ce que ce schéma veut dire, c'est-à-dire qu'avec $1 en 1913, vous aviez vraiment $1 de pouvoir d'achat. Et aujourd'hui, ce billet a perdu 95% de sa valeur. Donc, globalement, en 1913, avec $1, vous pouviez faire des petites courses et manger pour votre famille avec toute la semaine. Aujourd'hui, en 2013, vous pouvez même pas acheter un café avec ce billet de $1. Et donc, ça, c'est le phénomène de l'inflation. Et qu'est-ce que ça veut dire globalement? Ça veut dire que si on garde son argent en cash, on perd de l'argent chaque année. En moyenne, l'inflation tourne autour des 2%. Donc, j'ai mis un petit calcul ici. Vous voyez que si vous démarrez à 25 ans, vous mettez 10 000 euros de côté et que chaque année, il y a ces fameux 2% d'inflation. Hein, c'est globalement ce qu'on constate. Donc là, je vous ai mis la photo en dollars, mais évidemment, c'est exactement pareil pour l'euro. Hein. C'est une monnaie qui a été beaucoup imprimée depuis sa création en 1999 et donc qui a aussi été dévaluée. Et vous voyez que petit à petit, chaque année, vous perdez. Et donc, si vous commencez à mettre 10 000 euros, par exemple, de côté en vous disant, OK, je les touche pas, je les garde pour ma retraite quand j'aurai 62 ans, la date de la retraite en France, vous voyez que vos 10 000 euros ne vous donneront plus que 4 735 euros de pouvoir d'achat, c'est-à-dire qu'ils auront perdu 53% de leur valeur. Et tu vois, Axel, c'est assez vicieux comme système parce que sur notre compte en banque, on a toujours nos 10 000 euros. On les a toujours, ils sont toujours affichés. Donc, on se dit, il n'y a pas de souci, j'ai toujours mes 10 000 euros. Et en fait, non. parce que ces 10 000 euros ne vous donneront plus que 4 735 euros de pouvoir d'achat. Et encore, là, on est gentil parce qu'on part sur le fait que l'inflation restera, tu vois, à cette moyenne de 2%. Il y a des moments, historiquement, on a vu que l'inflation pouvait aller beaucoup plus haut. En ce moment, on voit par exemple qu'on a certains pics d'inflation, notamment parce que il y a des pénuries sur certaines matières premières. Et donc, imaginons qu'on passe à 4% par an, ce qui n'est pas non plus impossible. Vous voyez que là, boum, vous vous retrouvez au bout de 62 ans, vos 10 000 euros ne valent plus que 2 200 euros. Vous avez perdu 78% de la valeur de ce que vous avez mis de côté. Et donc, c'est énorme. Et voilà, c'était un petit peu ça finalement que tu vois, Robert Kiyosaki voulait dire quand il a dit ne laissez pas simplement votre argent sur un compte en banque. Ouais, ça fait clairement très très mal. Et du coup, et le problème, c'est du coup aussi que les retraites vont pas évoluer. C'est-à-dire que chaque année, tu n'as pas les retraites qui vont faire plus 2%. Même les salaires vont pas faire plus 2% chaque année. Donc, exactement. C'est un gros problème. C'est très vicieux. Et j'entends, tu vois, dernièrement, j'ai entendu sur un podcast que je crois que c'était dans le milieu médical, ils allaient augmenter les salaires de 1%. Donc, les gens sont contents parce qu'ils se disent, cool, mon salaire va gagner 1%. Mais ce que les gens comprennent pas, c'est que si l'inflation est à 2% et qu'il augmente de 1%, en fait, c'est une autre manière de dire, en fait, vous allez perdre 1% de pouvoir d'achat. Et je trouve ça bien de garder le focus sur le pouvoir d'achat et pas juste l'augmentation des salaires. Et en effet, si l'inflation même est à 4%, qu'on augmente de 1%, c'est très peu, ça ne suffit pas. Et tu vois, c'est assez triste, mais j'entends beaucoup de gens qui disent, même moi, je connais pas mal de gens qui comptent sur l'État français pour payer leur retraite. Et la réalité du système aujourd'hui, c'est que financièrement, ce n'est pas tenable. C'est-à-dire que l'État s'est trop endetté pour payer les retraites. Aujourd'hui, il n'y a pas assez d'actifs par rapport aux gens qui sont à la retraite.
Et donc, globalement, il n'y a que deux possibilités. C'est très simple. Soit l'État conserve ce système-là, c'est-à-dire avec le départ à 62 ans et des retraites assez généreuses. Mais ça veut dire que pour le financer, il va falloir imprimer des billets. Donc, on l'a vu ensemble, imprimer des billets, ça veut dire que finalement, vous allez avoir vos 2 000 euros de retraite, mais en fait, ils vous donneront que 1 000 euros de pouvoir d'achat. Donc, ça, c'est pas incroyable, hein, c'est-à-dire que vous allez avoir un pouvoir d'achat qui va baisser. Ou alors, l'État va dire, OK, on change le système. Désormais, il ne faudra pas travailler jusqu'à 62 ans, mais peut-être jusqu'à 70, peut-être jusqu'à 75. Voilà, il faudra travailler jusqu'à ce que le système retourne à l'équilibre. Donc, dans les deux cas, tu vois, ça sent pas très bon, quoi. C'est ça. Et donc, du coup, toi, tu vois, tu as plus une vision, comment dire, un peu états-unienne du système, donc plus par retraite, par capitalisation, et donc avoir son propre investissement par soi-même, gérer soi-même son truc. Alors, je crois que là-bas aux États-Unis, tu vas me corriger hein, si je me trompe, mais je crois qu'en gros, ils le donnent principalement à des fonds genre liés à leur entreprise, je crois. Et il y en a aussi beaucoup qui le font eux-mêmes, mais je pense que c'est beaucoup plus lié aux entreprises. Leur système de Complètement. retraite. C'est vraiment une habitude que j'ai beaucoup vue aux États-Unis et qui est justement pas du tout développée en France. En France, on se dit, je fais confiance à l'État, tout ira bien. Aux États-Unis, on sait que l'État donne moins à la retraite. Alors, il y a quand même des aides, ils peuvent quand même être aidés. Et bien sûr, en France, si vous pouvez bénéficier, vous pouvez cotiser pour la retraite, c'est toujours ça de gagner, évidemment. Mais je ne me ferai pas 100% confiance. C'est-à-dire, je ne mettrai pas tous mes œufs dans le même panier. Je ne me dirai pas, OK, je fais 100% confiance à l'État français parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver, surtout sur une période aussi longue. Aujourd'hui, si vous avez 25 ans, dans 40 ans, qu'est-ce que sera la France? Qu'est-ce que sera les autres pays? On ne sait pas. Donc, c'est toujours bien. Moi, je dis toujours, ne laissez pas votre argent sur des comptes en banque. Vraiment, commencez à investir et créer vous-même votre propre retraite. Et en effet, comme tu as dit très bien, je pense que le défaut de beaucoup de gens, il y a des gens qui investissent, ça investit déjà pas beaucoup en France. Et en plus de ça, souvent, on va aller se placer sur des fonds qui sont gérés, on ne sait pas trop dans quoi c'est. Et il y a pas mal de frais. Donc, il faut faire attention les à ça. frais sont énormes. Ouais, tout à fait. Ça peut vraiment bouffer ta rentabilité. Mais en gros, moi, ce que j'ai réalisé du coup en lisant Père riche, Père pauvre et plein de livres, c'est que non seulement il falloir que j'apprenne à épargner de l'argent, mais que j'allais devoir faire aussi la deuxième étape qui était d'investir cet argent. Tu vois. Et c'est ça que j'avais pas compris. Et en fait, à nouveau, tu vois, si je te montre un petit exemple sur l'investissement, je te l'ai mis juste ici. Ce que j'ai réalisé, c'est que non seulement en investissant, j'allais pouvoir conserver mon pouvoir d'achat, mais en plus de ça, j'allais pouvoir même le faire monter. Donc, tu vois, moi, au début, j'étais juste, si je peux battre l'inflation, c'est-à-dire si je peux gagner 2% et l'inflation est à 2%, c'est bon, mon pouvoir d'achat sera maintenu. Mais ce qu'on peut faire avec les investissements, c'est gagner plus que l'inflation. Et donc, chaque année, on s'enrichit et on se retrouve avec un pouvoir d'achat qui s'améliore année après année. Le temps est finalement joue en notre faveur. Et je vous ai mis un petit exemple ici. Donc, on reprend l'exemple des 10 000 euros qu'on met de côté. Imaginons qu'au lieu de les mettre de côté, on les investit. Imaginons qu'on parvienne à faire 10% de rentabilité par an. Vous voyez que donc la première année, vous gagnez 11 000. La deuxième année, 12 100, 13 310. Et vous voyez qu'à 62 ans, donc à l'âge de retraite, vous terminez avec 340 039 euros. Donc, j'avoue que la première fois que j'ai vu ça, j'ai dit waouh, c'est quoi ce délire? Il y a un truc de magie, c'est pas possible. Comment 10 000 euros? Donc, à nouveau, on n'a pas ajouté un seul euro. Comment 10 000 euros se transforment en 340 000? Comment faire x34 sur son argent? Sachant que là, à nouveau, donc on a mis 10 000 euros et il y a 330 000 euros de gains qui ont été générés juste en les investissant à 25 ans et en les touchant plus jusqu'à l'âge de la retraite. Et donc, je me suis dit, c'est magique. Et en fait, non, c'est pas magique, hein, c'est des maths. C'est-à-dire que vous voyez qu'ici, on a le graphique. Le rendement n'est pas linéaire, hein, c'est-à-dire que c'est pas une courbe. On a tendance à penser dans la vie de manière linéaire, donc les fameuses courbes comme ça. En fait, c'est un rendement exponentiel. Donc, c'est-à-dire que plus le temps passe et plus ça s'accélère. Et ça, c'est vraiment vraiment impressionnant. Et ce sont donc les fameux intérêts composés. Albert Einstein, j'ai mis la petite citation ici, disait que c'était la 8e merveille du monde. Et il disait, celui qui les comprend les gagne et celui qui ne comprend pas les paye. Celui qui ne comprend pas les paye parce que celui qui ne les comprend pas, il laisse son argent en banque. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la banque, elle connaît les intérêts composés, évidemment. Hein. Elle travaille dans la finance. Ouais. Et donc, elle va se servir de votre argent pour investir. Voilà, elle va accorder des prêts, elle va acheter elle-même des obligations, des actions. Donc voilà, et les frais, c'était intéressant ce que tu disais sur les frais. Il faut faire très attention de minimiser ces frais parce que malheureusement, les frais sont aussi exponentiels. Et finalement, un frais de 1%, on se dit 1%, c'est pas grand-chose. Eh bien, sur une longue période de temps, ça fait une différence énorme. Là, on a vu qu'avec 10% de rentabilité, on finissait à 340 000. Si je baisse, vous voyez cette petite rentabilité, je vous mettrai le fichier si vous voulez vous amuser. Vous voyez que d'un coup, on vient de perdre 100 000 euros. 100 000 euros. On vient de perdre quasiment, peut-être, je sais pas, 30%, 40% de la somme, juste parce que on a eu un frais de 1%. Donc,
très attention, il faut faire très attention aux frais. Et tu vois, quand j'ai compris ces deux choses-là, quand j'ai compris que, un, l'inflation allait bouffer mes économies, et deux, en investissant, je pouvais, avec les intérêts composés, me retrouver avec une énorme somme pour ma retraite, je me suis dit, bon, bah, c'est très simple. Il va falloir que, OK pour mettre 3, 4, 5 000 euros de côté pour me rassurer et pour avoir de l'argent en cas de pépin. Mais tout le reste de l'argent, il va falloir que je l'investisse et le plus tôt possible afin que ces intérêts composés travaillent pour moi et que toute ma vie, je ne sois pas lié à mon travail, mais que petit à petit, ça soit mon capital qui travaille pour moi, me donnant évidemment plus de liberté, plus de choix dans ma vie et une retraite où justement mon pouvoir d'achat sera conservé et je serai plus rassuré, évidemment, que de compter uniquement sur l'État français pour ça. Ouais, tout à fait. Et puis même, du coup, ça te permet de créer une nouvelle source de revenus. Donc, tu aurais ta retraite, donc tes revenus en bourse, et peut-être même autre chose si tu as d'autres placements, d'autres investissements, d'autres business, etc. Et du coup, ça te permet d'avoir des flux qui vont pouvoir, au pire, tu vois, si ta retraite baisse de 10%, tu n'as pas de moins 10% de pouvoir d'achat, puisque tu auras aussi tes autres revenus qui vont fluctuer aussi. Mais du coup, la somme de tout ça, globalement, ça va s'harmoniser. Et donc, tu auras normalement avoir une bonne situation, quoi. Et du coup, donc, Complètement. toi, Tu diversifies, ouais. tu mets différentes sources et tu te retrouves, voilà, tu es tranquille à ta retraite. Tu sais que, voilà, tu diversifies un petit peu et tu sais que tu comptes pas que sur une seule chose, par exemple, que l'État français. Tu comptes sur tes autres placements pour t'assurer une C'est retraite ça. paisible. Et d'ailleurs, on parle de retraite, mais on va en parler un petit peu. Si vous êtes plus efficace et vous êtes un peu plus ambitieux, vous pouvez partir à la retraite plus tôt. Moi, c'est ce que je vise. Je vise une retraite, ça choque toujours les gens quand je dis ça, mais je vise une retraite vers les 33, 34, 35 ans. Donc, le plus tôt sera le mieux. Sachant que l'objectif, je tiens à le préciser pour les gens, quand je parle de retraite, les gens pensent tout de suite à ne plus rien faire. Mon objectif, c'est pas juste de partir à la retraite, c'est vraiment juste d'avoir une liberté totale sur mes choix. Et tu vois, de pas me dire, OK, je suis obligé de faire ce travail que j'aime pas, dans lequel je me sens pas bien, parce que j'ai des factures à payer. Je pense que quand on atteint ce stade-là, on fait ce qu'on veut dans la vie. Et donc, si j'ai envie d'aller faire pousser des carottes dans le désert du Nevada, je peux. Et si au répondre aux contraire, j'ai envie de faire autre opportunités que la chose, vie t'offre et tout ça. Enfin, tu te dis pas, je suis attaché à mon boulot, quelqu'un me propose d'aller faire un voyage et tout ça, je peux pas y aller parce que je peux pas, quoi. Alors que là, tu pourrais, ça serait ça qui est fou, quoi. Donc, puis c'est dommage parce qu'en plus, avec ce système-là, tu vois, de retraite classique, ce qui est dommage, c'est que le moment où on a le plus d'énergie quand on est jeune, on peut justement voyager, faire des expériences. Vraiment, on est dans l'âge d'or. Et ben, on doit bosser et souvent bosser sur des horaires pas possibles, qui nous laissent très peu de temps libre. Et on n'a pas le temps de profiter de sa famille, de ses proches, de ses loisirs, de ses plaisirs. Et évidemment, on pourra en profiter quand on aura 62, voire même 70. Mais à ce moment-là, évidemment, on n'a plus d'énergie. Donc moi, j'ai envie de prendre une retraite anticipée quelque part, avoir commencé déjà à prendre des vacances, à prendre avoir plus de liberté dans ma vie et commencer à faire les choses qui me plaisent et pas attendre d'avoir 62 ans. C'est nul, quoi. C'est quoi le but de la vie si c'est d'attendre 50 ans pour pouvoir en profiter, quoi. Ouais, je suis clairement d'accord. Moi, j'ai exactement la même vision que toi. C'est d'ailleurs pour ça que ça a très bien matché et que j'ai suivi toutes tes vidéos, enfin, tous tes contenus, parce que j'ai la même vision. Et moi, genre, pareil, 30, 33, max 33, c'est un peu tard quand même pour prendre sa retraite. Mais non, je plaisante. Mais le plus tôt, en effet, c'est de se donner le choix. Et ouais, comme tu dis, en fait, c'est plus une question d'opportunité. C'est plus se dire, tiens, j'ai l'opportunité de faire ça. Enfin, en fait, on me propose quelque chose. Tiens, je peux le faire, quoi. C'est ça qui est fou. Typiquement, là, je vois que par exemple, les allers-retours France-New York sont à 300 euros. J'aimerais tellement partir maintenant tout de suite, genre aux États-Unis. Mais le problème, c'est que là, je suis en alternance et donc je peux pas y aller parce que je dois poser des jours, etc. Tu vois. Alors que si j'étais Non, mais 100%. c'est énorme. La liberté géographique, la liberté temporelle, c'est juste incroyable. Moi, des fois, j'ai des copains. Là, je suis à Maurice. En plus, j'en profite bien. Je suis au soleil. Donc, tu vois, tu peux voyager aussi dans d'autres endroits du monde. J'ai des copains, par exemple, je sais pas, le mercredi matin, il va me dire, tiens, vas-y, t'es chaud, on va faire un petit peu de squash ou on va aller à la plage. Voilà, je serais dans un travail, je dirais, non, je peux pas. Voilà. Et là, je peux me dire, allez, hop, je poste ce jour-là. Voilà. Je fais ça demain, j'organise mes journées comme je veux. Et ça fait partie des choses quand on sent qu'on a le contrôle de son planning et qu'on fait vraiment ce qu'on a envie de faire et qu'on ne se sent pas obligé de faire les choses pour l'argent. C'est énorme. Donc, c'est un peu particulier. En fait, l'idée, c'est de gagner plus d'argent pour justement s'en foutre de l'argent. Tu vois? Alors que souvent, les gens te disent, ah ouais, toi, t'es un peu obsédé de l'argent. Non, au contraire, en fait, je m'y intéresse pour justement ne plus avoir à m'y intéresser. Pour au moins que déjà tu te dissocies, comment dire, de ta relation qui peut être très. Enfin, moi je sais que je connais des gens qui sont très sentimentales, enfin je sais pas si on peut dire ça, avec l'argent. Et du coup, je sais pas, ils vont avoir par exemple un truc tout con, mais ils vont perdre, ils avaient 5 euros dans leur poche, ils vont perdre les 5 euros, et ils vont être tristes toute la journée parce qu'ils ont perdu 5 euros. Ça, c'est un truc tout con, mais alors forcément, chacun réagit différemment à ce truc-là, mais plus vous vous intéressez à l'argent et plus vous dissociez en fait et que c'est vraiment qu'un chiffre sur votre compte en banque et vous dites bon j'ai perdu 5 euros, bon tant pis, qu'est-ce que je peux faire pour faire mieux, enfin voilà, j'ai des placements et tout ça. Et donc en fait moi je sais que ma relation avec l'argent a tellement évolué en 2 ans. C'est genre du jour, le jour et la nuit, quoi. C'est vraiment hyper différent.
Et ouais, je trouve ça hyper intéressant du coup de faire évoluer cette relation-là. Et donc toi, tu as parlé depuis le début donc que de la bourse, mais tu nous as pas dit pourquoi est-ce que tu as choisi la bourse et pas l'immobilier ou un autre placement. Ça peut être investir par exemple ton argent dans des business ou voilà l'immobilier. Mais pourquoi du coup la bourse, tu as choisi plutôt que… Ouais, c'est une très bonne question. Et je t'avoue qu'à la base, j'étais parti sur l'immobilier parce que en France, tout le monde dit, moi je dis souvent en France, il y a deux choses qu'on n'a pas le droit de critiquer, c'est l'immobilier et la bouffe. Hein. Donc on a le droit de dire ce qu'on veut sur tout ce qu'on veut sur les Français, mais il faut pas critiquer la bouffe et l'immobilier. C'est deux choses sacrées, il faut surtout pas les toucher. Donc en effet, j'ai notamment un de mes mentors, un des premiers gars que j'avais suivi, c'était Cédric Anissette. J'avais commencé à bosser pour lui sur Internet et il vendait à l'époque un e-book qui s'appelait Parking Attitude. Donc comment gagner de l'argent avec des parkings. Ça m'a tout de suite séduit un petit peu parce que je me suis dit, ah bah cool, je peux démarrer avec un petit budget, je peux m'acheter un petit truc. Voilà, ça me rassurait, tu vois, de pouvoir démarrer avec un petit budget parce que l'IMO, ça fait un peu peur, notamment parce que tout de suite, c'est des grosses sommes. On parle de 100 000, 200 000 euros quand tu es étudiant et que tu as 500 euros sur tes comptes en banque. Tu te dis, bon, c'est peut-être un peu beaucoup. Je sais pas où je vais trouver cet argent. Donc, j'avais pas en plus la situation financière forcément pour faire un crédit. Et donc, je commence avec un petit parking. Je fais un crédit auprès de mon père. En fait, c'est un garage que je rachète directement à mon père dans ma petite ville du Puy-en-Velay. Et je me dis, bon, bah, ça va être une première expérience en immobilier, ça va être cool. Et je t'avoue, Axel, que même si j'étais content de toucher mes premiers loyers, tu vois, c'était cool de voir un peu l'argent rentrer. Cette première expérience immobilier, elle m'a un petit peu dégoûté de l'immobilier, tu vois, parce que il s'est passé, j'ai eu pas mal de galères. Donc déjà, avec un garage, quelles sont les galères avec un garage, avec les garages, quoi. C'est ça qui est incroyable. Et donc il faut trouver un locataire. Donc j'ai un petit peu galéré, je postais des annonces. En plus, c'était derrière mon ancien lycée, tu vois, donc j'avais un peu peur qu'il y ait des anciens profs qui viennent me voir. Enfin bon, ça aurait été marrant. Donc je poste une annonce, donc je trouve quelqu'un. Donc déjà, tu vois, un petit peu de temps pour trouver quelqu'un. Peut-être 2 semaines après, la porte du garage pète. Donc la porte ne marchait plus, c'était un peu un ancien garage. Donc j'appelle un gars, il vient réparer, tac tac. Donc bon, ça me fait des frais en plus. Le gars, du coup, pendant ce temps-là, il avait fait autre chose. Donc finalement, il part. Donc je retrouve quelqu'un d'autre, tu vois. Donc je reposte des annonces, machin. Ensuite, la nouvelle qui rentre, eh bien, une inondation. Littéralement, genre peut-être 2 semaines plus tard, une inondation. Donc elle avait ses affaires, donc il a fallu que je la rembourse. Elle aussi, du coup, elle était dégoûtée, elle voulait repartir. Donc je devais retrouver quelqu'un. En fait, tu vois, à travers cette expérience, je me suis dit, OK, l'IMO, c'est intéressant, mais attention, il y a du temps de gestion. C'est pas quelque chose ultra passif où il n'y a plus du tout besoin de s'en gérer. Et je t'avoue que moi, ça m'a un peu dégoûté parce que je me suis dit, attends, mais qu'est-ce qui va se passer? Là, c'est un garage. Qu'est-ce qui va se passer quand je vais avoir 2, 3 appartements? Parce que le but, c'est quand même ça, tu vois, c'était de développer ça. Je me suis dit, est-ce que je vais devoir gérer tout ça? Ça va être quand même compliqué. Est-ce que jusqu'à mes 62 ans, il va falloir que quand il y ait des problèmes dans l'appartement, on m'appelle et qu'il va falloir que je me déplace, etc. Donc évidemment, j'étais au courant que je pouvais déléguer une partie de cette gestion à des agences, ce genre de choses. Sauf que déléguer, c'est aussi de l'humain. Il faut trouver la bonne personne, il faut trouver la bonne agence. S'il y a des problèmes, l'artisan. Moi, ma sœur, par exemple, elle a eu des problèmes dans son appart, mais elle n'a pas voulu passer par l'artisan, tu vois, conseillé par les assurances, parce que elle s'est dit, je sais pas comment ils vont me réparer ça. Ça se trouve, ça va mal se passer. Donc, tu demandes à ton artisan que tu connais, machin, il faut qu'il vienne. Tu vérifies que c'est bien fait. Il faut que t'es locataire, tout ça. En fait, je me suis dit, ok. C'est bien, mais c'est un vrai boulot. Et ça te prend une charge mentale aussi. Enfin, ouais, t'y penses en fait. T'y penses en tâche de fond aussi. Ouais. Complètement. Donc, je me suis dit, OK, voilà. Et si tu délègues, c'est ta rentabilité qui prend un coup. Donc, j'ai commencé à me dire, OK, je peux déléguer, mais attention, alors, du coup, je vais gagner moins. Et du coup, ça a moins d'intérêt aussi. Donc, tu vois, j'étais un peu dans cette réflexion-là. J'étais un peu frustré de cette expérience immobilière. Je me suis dit, OK, tu as déjà un boulot, Roman, tu veux te concentrer dessus, c'est ça qui te passionne vraiment, c'est pas d'aller gérer des choses immobilières. Moi, j'avais envie de faire le travail une fois et que ça paye pour le restant de mes jours sans avoir à m'en occuper. Donc, je me disais, je suis peut-être un peu trop ambitieux, peut-être ça n'existe pas, ce genre d'investissement. Et finalement, tu vois, j'ai creusé un peu le sujet et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser donc à la fameuse bourse. Donc, comme beaucoup de Français, j'avais une image très négative de la bourse. Je me disais, ça a l'air compliqué. Il y a des mecs en costard, il y a des graphes un peu de partout. Il va falloir être bac plus 9 en maths pour comprendre des trucs. Je me suis dit, c'est peut-être réservé un peu aux riches. Il faut peut-être avoir beaucoup de capital pour investir dedans. Ouais, tout le temps connecté risqué, aussi. Quoi. Ouais, risqué, et puis être tout le temps connecté. Enfin, moi, je sais que j'avais cette vision de se dire tous les jours, il faut que je check si le cours est bon, pas bon. Enfin, tu vois, c'est pas trop. Bon, pas bon, exactement. Et donc, voilà. Et les risques, moi, on m'a dit qu'il y avait des gens qui avaient perdu beaucoup d'argent en bourse. Le but, c'est pas de perdre de l'argent et tout.
Et tu vois, petit à petit, j'ai quand même commencé à m'y intéresser parce que j'étais bloqué du coup par rapport à cette situation dans l'immobilier. Surtout que moi, je voyageais beaucoup. Donc, tu vois, gérer un garage, là, c'était juste un garage. Donc, gérer des appartements avec 2000 km de distance quand tu es en vacances en Thaïlande, tu as une galère dans ton appart. Là, tu as intérêt à avoir des bonnes personnes sur place, quoi. Donc, bon, je commence à me dire, OK, regardons quand même de plus près la bourse parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui ont l'air d'avoir du succès dessus. Et tu vois, en me renseignant dessus, je me dis, mais en fait, c'est pas mal du tout, hein. C'est-à-dire qu'avec un petit capital, je découvre que je peux être diversifié sur des centaines d'entreprises différentes et donc finalement pas avoir tant de risques que ça parce que tu te places sur des grosses entreprises qui sont bien connues. Je me suis rendu compte que j'avais pas besoin de me déplacer, etc. Je pouvais tout gérer depuis mon téléphone, etc. Que je pouvais acheter, je sais pas, des actions Amazon par exemple, et que Amazon n'allait pas m'appeler à 3 heures du mat pour me dire oui, Roman, on a un problème avec nos entrepôts, il faudrait que tu viennes nettoyer, etc. Tu vois, je me suis dit c'est trop cool. Je vais pouvoir investir dans ces boîtes, elles vont continuer de générer du profit. Et je vais être un actionnaire, un de ces propriétaires de l'entreprise, et elles vont me verser une partie de leur profit. Et les actions devraient monter aussi. Et ce qui a un petit peu fini de me convaincre sur cette histoire, c'est que je me suis dit, bon, Roman, c'est bien beau, la bourse, tu n'as rien besoin de faire, c'est passif. À mon avis, ça doit rapporter quand même beaucoup moins que l'immobilier. Tu vois, c'est pas possible. Il n'y a pas. Voilà. Et en fait, en commençant à regarder les chiffres concrets, les chiffres historiques de la bourse, je me suis rendu compte qu'en fait, la bourse n'avait pas du tout à rougir de l'immobilier et qu'on pouvait obtenir des rendements finalement assez proches. Et avec la possibilité d'investir régulièrement du petit capital. Je n'avais pas besoin d'aller faire un crédit à la banque, chercher 100 000 euros. Voilà, j'avais 1 000 euros sur mes comptes. Je pouvais ouvrir un compte en bourse et commencer tout de suite à les investir et acheter les actions. Et tu vois, notamment, ce qui m'a vraiment convaincu, c'est que j'ai regardé un petit peu l'historique. Je vous mets juste ici l'historique du SP500. Donc, le SP500, c'est un tracker, en fait, donc un ETF. En fait, c'est un indice qui suit les 500 plus grandes entreprises américaines. Donc, il y en a plein que vous devez connaître, hein. Vous voyez, on a Amazon, Apple, Microsoft, Facebook. Et donc, cet indice, vous pouvez l'acheter via un tracker et donc acheter directement les 500 entreprises américaines avec un très petit budget, en fait, au départ. Et vous voyez, ici, on a la performance année après année sur, donc on commence en 1984, je vous ai mis les 36 ans jusqu'à 2021, histoire de reprendre notre exemple. Donc, on imagine qu'à 25 ans, vous posez 10 000 euros sur le SP500, donc dans les 500 plus grandes entreprises américaines, et vous voyez un petit peu la performance que vous auriez fait chaque année donc de ces fameux 10 000 euros. Donc, vous voyez qu'on a 38 ans, et vous voyez que quand on fait la moyenne, on retombe sur les fameux 10%. Alors, évidemment, vous voyez que c'est moins carré, évidemment, que notre exemple ici, où vraiment on faisait 10% chaque année, hein, on faisait 10, 10, 10, 10. Là, vous voyez, on fait 1, et puis on fait 26, et puis on fait 15, et puis on fait 2, et puis on fait 12, et puis on fait moins 7. On voit qu'il y a quand même des périodes, évidemment, de baisse assez fortes. Mais on voit quand même qu'il y a plus d'années d'augmentation que de baisse et que finalement, sur la moyenne, on finit par retomber sur les 10%. Et donc, en investissant nos 10 000 euros, on ne termine pas tout à fait ici, comme dans le cas parfait, à 340 000 euros, mais on tombe quand même pas loin avec 264 000 euros. Donc, à nouveau, c'est en ajoutant 0 euros, hein, c'est-à-dire vous posez vos 10 000 euros en bourse à 25 ans et à 62 ans, vous rouvrez votre compte, vous l'avez oublié et vous êtes à 264 000 euros. Vous avez fait quand même x 26 sur votre investissement. Hein, donc, vous avez gagné 254 000 euros, vous n'en avez mis que 10 000. Donc, c'est super intéressant. Et à nouveau, on retrouve ici l'effet composé, même si vous voyez qu'il y a des années de baisse. Hein, donc, il faut accepter que ça ne pourra pas monter tout le temps. Mais globalement, hein, l'économie progresse, les grandes entreprises continuent de progresser. Et vu que vous continuez de racheter des entreprises les plus grandes, par exemple dans le SP500 ici, globalement, vous faites de la croissance sur le long terme. Et ici, je me suis amusé, tu vois, Axel a rajouté un petit truc pour si vous décidez de rajouter de l'argent, parce qu'évidemment, imaginons que vous placez 10 000 euros, vous avez peut-être aussi de l'argent qui va venir un petit peu tous les ans, vous allez pouvoir rajouter en bourse. J'ai mis un exemple ici. Donc, imaginons que vous gagnez le salaire médian net français de 2019, donc 1 940 euros par mois, c'est-à-dire que 50% des Français gagnent plus de 1 940, 50% moins de 1 940. Et imaginons que vous parveniez à mettre 10% de côté, ce qui n'est pas forcément énorme. Ça vous fait 194 euros par mois. Ça vous fait donc 194 x 12, 2 328 euros. Et donc, on imagine que vous ajoutez 2 328 euros, donc 10% de votre salaire chaque année. Et là, boum, vous voyez que vous finissez à 62 ans avec 906 000 euros. Donc, finalement, en investissant juste un capital de départ qui est raisonnable de 10 000 euros et en rajoutant chaque année seulement 194 euros par mois, eh bien, vous terminez presque millionnaire. Donc, c'est juste monstrueux. Et en voyant ça, je me dis, OK, donc non seulement les effets composés sont possibles, mais ils sont très réels. Hein, c'est-à-dire que ce n'est pas juste des maths. Là, je vous ai pris un exemple concret avec vraiment la performance historique du SP500 sur 38 années. Donc, à nouveau, on voit que c'est pas toujours, ça monte pas tout le temps, mais on voit que quand même, sur une longue période de temps, on retrouve nos 10% par an et on finit évidemment avec une performance qui est quand même, je ne sais pas ce que tu en penses, Axel, excellente, quoi.
Ouais, bah, clairement, ça donne clairement envie. Et en plus, je crois, enfin, pour moi, tu as manqué un aussi des avantages de la bourse, qui est pour moi la liquidité, que tu n'as pas du tout, enfin, que tu as beaucoup moins avec l'immobilier, ou quand tu dois avoir besoin, enfin, tu as besoin, imaginons, de 10% de ton bien, mais tu es obligé déjà de le vendre en entier. Et ensuite, tu dois mettre 3 mois à avoir tes sous. Donc, c'est hyper long. Alors que la bourse, bah, si par exemple, tu as besoin tout de suite de 5% de ton portefeuille, bah, tu peux vendre tout de suite. Tu fais ton virement, en 2 jours ouvrés, tu as ton argent sur ton compte en banque et tu peux vendre en direct, quoi. Ça va beaucoup plus vite. J'évite de parler du truc de liquidité parce que ma vision, c'est justement d'investir sur le long terme. Et donc, j'évite de dire aux gens, vous pouvez vendre à tout moment. Parce que pour moi, il faut vraiment garder les actions sur le long terme et attendre justement suffisamment de temps pour vendre. Et justement, pas vendre parce que dans votre vie, vous avez vraiment un truc, vous avez vraiment besoin de l'argent et pas vendre parce que la bourse, ça fait moins 20%, quoi. Ça, c'est Bien sûr, ouais. l'erreur classique. Classique. On va en parler un petit peu après. La liquidité, évidemment, et aussi les frais. On n'en parle pas assez, mais par exemple, sur un achat d'un parking, les frais de notaire, c'est juste du vol. Hein. C'est-à-dire que je crois que j'avais payé peut-être 20% de frais de notaire. C'est-à-dire, le parking, je l'avais acheté 5 000, j'avais lâché 2 000 euros de frais de notaire, quoi. Donc, et les frais d'agence, les différents frais, beaucoup de paperasse administrative. C'est vrai que quand on compare à la bourse où on peut ouvrir son compte en 2-3 clics et commencer à investir son argent, alors en effet, il y a un peu de fiscalité à connaître et des petites choses à connaître, mais globalement, c'est quand même beaucoup plus simple que l'immobilier, quoi. Ouais, clairement. Et du coup, tu as parlé de la performance, comment dire, en termes de valeur. C'est-à-dire que quand tu achètes, par exemple, pour 10 000 euros d'indice SP500, bah, ça va prendre X% tous les ans. Mais quand comme toi, tu investis sur des actions à dividendes, toi, tu reçois des dividendes. Donc, tu as le double, comment dire, avantage d'investir. C'est notamment, enfin, le premier point, c'est gagner des sous, comment dire, sur si tu revends plus tard ton action. Mais en même temps, tu peux gagner tout de suite de l'argent, une rente avec les dividendes. Et ça, c'est toi, C'est je sais que tu bases ta stratégie sur ça. C'est super intéressant ce que tu dis. Et en effet, il y a beaucoup de gens qui le savent pas forcément en bourse, mais c'est que, en fait, c'est le même système qu'avec l'immobilier. C'est-à-dire que vous avez à la fois l'aspect appréciation du bien. Donc, c'est-à-dire que vous achetez un bien immobilier, il va s'apprécier, vous le revendez plus tard et vous faites une plus-value, ce que font beaucoup de gens au bout de 10-15 ans. Donc, ça, vous l'avez aussi en bourse. Hein. Vous achetez vos actions, elles vont prendre de la valeur et vous les revendez plus tard. Donc, ça, c'est la manière classique dont que tout le monde connaît. Mais dans l'immobilier, on a aussi les loyers qui tombent chaque mois et qui sont super appréciables parce que justement, on n'a pas besoin de vendre son bien pour commencer à toucher du cash flow et du vrai cash, de l'argent qu'on va pouvoir utiliser justement, comme tu le dis, pour s'amuser, faire des choses dans la vie sans avoir forcément besoin de revendre son bien, surtout que c'est assez compliqué. Et bien, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en bourse, c'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'il y a une partie des entreprises, c'est une grande partie des grandes entreprises qui génèrent tellement profit et tellement de manière stable qu'elles vont s'engager en fait à reverser une partie de ces profits sous forme de dividendes à leurs actionnaires. Donc finalement, chaque trimestre, notamment aux États-Unis, c'est chaque trimestre. En France, c'est plutôt chaque année. Donc je préfère un peu les États-Unis là-dessus. Chaque trimestre, ils vont reverser une partie de leurs profits. Donc ça peut être 30, 40, 50%, ça dépend des entreprises. Mais en gros, chaque trimestre, vous pouvez être payé. Et si vous achetez une dizaine, une vingtaine d'entreprises différentes qui versent à des trimestres différents, vous pouvez faire en sorte que chaque mois, recevoir comme ça des revenus passifs. Donc exactement comme un loyer. Et je t'avoue que c'est ça qui m'a vraiment boosté en fait. Ouais. Hein. Je me suis dit, ah ouais, donc non seulement je vais avoir aussi de la rentabilité purement au niveau des actions, mais je ne vais pas avoir besoin de suivre les cours des bourses, savoir quand est-ce que je dois acheter, revendre. Je vais pouvoir toucher des revenus passifs comme ça tous les mois qui tombent sur mon compte. Et je vais du coup pouvoir me concentrer sur ces revenus passifs qui sont d'ailleurs beaucoup plus stables parce que c'est très rare, notamment si vous sélectionnez les bonnes entreprises, d'avoir des coupures dividendes. C'est très, très rare. Vous pouvez faire en sorte d'éviter 98% des coupures de dividendes, sachant que ça peut arriver, hein, comme un loyer. Hein. D'ailleurs, un loyer, évidemment, votre locataire peut partir. Hein. C'est jamais garanti complètement. Mais en sélectionnant les bonnes entreprises, vous pouvez vous assurer que vos dividendes soient continuellement versés. Et surtout, et ça aussi, pas grand monde en parle, c'est que en immobilier, on peut pas augmenter le loyer. T'imagines, tu vas voir ton locataire et tu lui dis, bon, bah, cette année, désolé, mais ma renta est pas bonne, donc je vais t'augmenter ton loyer de 10%. Et non, parce que l'immobilier est lié à la politique et il y a plein de soucis. Et donc, à partir du moment où les gens peuvent plus se loger, évidemment, vous pouvez pas appliquer les prix que vous voulez. Et donc, c'est indexé sur l'inflation. Voilà. Donc, vous allez peut-être augmenter votre loyer de 1 ou 2% par an. Ou alors, il faut que votre locataire y parte, mais c'est pas vous qui décidez quand votre locataire y part. Donc, voilà, c'est assez compliqué. Ce qu'il faut savoir en bourse, et justement, je suis allé voir l'historique du SP500 parce que le SP500, les 500 plus grandes entreprises américaines versent aussi un dividende. C'est pas toutes les entreprises du SP500, mais globalement, vous allez avoir un dividende qui va vous être versé. Et je suis allé chercher, tu vois, l'historique. J'étais curieux de connaître ça. Eh bien, l'historique d'augmentation des dividendes, tu vois, je l'ai noté juste ici, c'est de 6% par an. C'est-à-dire qu'en moyenne, les entreprises, les 500 plus grandes entreprises, j'ai pris sur les fameuses 30,
combien on avait regardé 38 ans. J'ai pris sur les 38 ans. Et donc, en moyenne, ces entreprises ont augmenté de 6% par an leurs dividendes. C'est énorme. Ça veut dire que juste avec les augmentations de dividendes, vous battez l'inflation et donc vous êtes de plus en plus payé. Donc, j'ai pris notre exemple de 10 000 euros. J'ai pris un exemple conservateur, c'est-à-dire un rendement dividende net de départ de 2%. C'est-à-dire que vous achetez vos actions, elles vont vous verser 2% de dividendes. Il y a certaines personnes qui vont vous dire oui, vous pouvez obtenir 4%, 5%, mais souvent, ils ne parlent pas en net, ils parlent en brut, donc ils ne prennent pas en compte les impôts. Et puis souvent, ils vont se passer sur des actions plus dangereuses. Ça aussi, on pourra en parler un petit peu, mais globalement, il faut viser plutôt un dividende raisonnable parce que les entreprises qui versent des gros dividendes sont aussi moins sécurisées que les autres. Donc moi, j'estime que 2%, c'est vraiment quelque chose de tout à fait atteignable en sélectionnant les bonnes entreprises. Et vous voyez que si vous démarrez, donc à nouveau, on reprend notre exemple, à 25 ans, vous posez 10 000 euros, vous avez 2%, donc ça ne fait pas grand-chose, ça vous fait 200 euros par an et 17 euros par mois de dividendes, mais bon, c'est toujours 17 euros par mois, ça fait plaisir. Et vous voyez que grâce à cette augmentation de 6% par an, eh bien, la première année, donc, vous gagnez 200 euros par an, 212, 225, 238, et de nouveau, on retrouve l'effet composé des dividendes, les intérêts composés. Et donc, qu'est-ce qui se passe à la fin? Vous touchez avec vos 10 000 euros, 1 727 euros par an de dividendes. Et donc, vous êtes quand même à 17% de rendement chaque année sur votre investissement initial, ce qui est monstrueux. On parle de 17% qui vous est versé en cash chaque année. Et à nouveau, on est sur un exemple où on n'investit que 10 000 euros. Donc, certains vont dire, ouais, Roman, c'est pas mal, mais bon, 144 euros par mois, ça ne permet pas de payer une retraite. Et c'est vrai. Maintenant, ce qui est intéressant de savoir, c'est que là, à nouveau, on n'a posé que 10 000 euros et on n'a jamais rajouté d'argent. Et aussi, on n'a pas réinvesti les dividendes. C'est-à-dire que là, on imagine que vous les sortez chaque mois, vous les versez sur votre compte et vous en faites un peu ce que vous voulez. Mais si vous les réinvestissez, vous voyez que ça vous permet de booster cette accélération de dividendes de 3%. Et donc, on passe à 9% par an. Et là, vous voyez qu'on accélère encore plus et on atteint des chiffres qui commencent à être beaucoup plus sympas. Vous voyez qu'on est à 48% de retour sur investissement sur cet investissement de 10 000 euros. Et donc, on touche quand même 4 851 euros par an et donc 404. Donc, vous voyez que rien qu'en réinvestissant, on peut se retrouver déjà avec beaucoup plus de revenus passifs. Et voilà, à nouveau, dans cet exemple-là, on a posé 10 000 euros, on ne les a plus touchés. Et ce qu'il ne faut pas oublier, évidemment, c'est que ces 2% de performance, c'est la performance en dividende, mais vous allez aussi avoir, en moyenne, on l'a vu, 10%, donc c'est-à-dire 8% d'appréciation de votre action. Donc finalement, vous allez avoir vraiment les deux qui vont jouer en votre faveur, à la fois les dividendes et à la fois l'appréciation de l'action. Et je vous ai mis juste ici un tableau, je vous le mettrai dans la description si vous voulez vous amuser justement à rajouter de l'argent, donc pas juste poser 10 000 euros et plus les toucher, mais vraiment à rajouter de l'argent. Donc, vous voyez, on part avec nos 10 000 euros, on rajoute 2 328 euros par an. Donc, c'est notre exemple avec 194 euros par mois. On commence à 2% et on a notre augmentation annuelle de 9% puisqu'on réinvestit le dividende. Et vous voyez que petit à petit, en fait, chaque année, vous créez ici une nouvelle source de revenus passifs qui va petit à petit augmenter chaque année avec ces 9%. Et là, vous voyez que, pareil, on retourne sur 18% de rendement. Et là, ça y est, on y est. Vous voyez que vous touchez 1 500 euros par mois de dividendes à 62 ans. Donc là, 1 500 euros par mois, on commence à parler sérieusement, surtout que c'est à nouveau des revenus 100% passifs. Je tiens à le préciser parce qu'en effet, les rendements peuvent être peut-être plus faibles que l'immobilier, surtout au départ, mais c'est ultra passif. C'est-à-dire que là, personne ne va vous appeler, personne ne va vous déranger et c'est des revenus qui vont vraiment tomber tous les mois sur votre compte en banque. Donc, c'est à 18 000 euros par an, 1 500 euros par mois. Et vous voyez un petit peu l'appréciation ici des dividendes. Donc, chaque année, vous allez gagner un peu plus de dividendes. Et tu vois, c'est quelque chose que je dis dans la formation. Vraiment, votre objectif, ça devrait être chaque année de toucher un peu plus de dividendes. Et normalement, c'est facile parce que les entreprises, naturellement, elles vont augmenter leurs dividendes. Et si en plus, vous faites l'effort de justement chercher à mettre un petit peu plus d'argent chaque année sur votre compte, bien, vous voyez, ça monte. Ici, je vous ai mis mon exemple moi-même en net. Donc, en 2017, j'ai commencé à la bourse, j'ai gagné 17 euros par mois de dividendes. 2018, 135. 2019, 210. 2020, 246. Et là, 336 pour l'instant en 2021. Donc, on voit, j'ai commencé un petit peu à faire cette courbe exponentielle et ça va évidemment aller de mieux en mieux. Je vous ai mis ici un exemple. C'est un outil que j'utilise pour suivre justement mes dividendes. Vous voyez que j'ai investi un peu plus de 266 000 $ en bourse, que je touche environ 7 430 $ par an. Donc là, vous avez mon dividend yield, c'est-à-dire que si vous rachetez les mêmes actions que moi, vous touchez 2,79. Mais j'obtiens moi 4,01% sur mes actions de yield on cost, donc de dividendes par rapport à mon prix d'achat. C'est-à-dire que mes actions se sont appréciées. Et donc, si vous les achetez aujourd'hui, vous obtiendrez un moins bon rendement que moi. Donc, c'est pour ça qu'il faut aller justement chercher à acheter les actions qui sont moins chères pour justement obtenir plus de dividendes à un moment précis. Je vous montre juste ici un exemple pour illustrer un petit peu ça. Vous voyez que par exemple, à mes reprises financial, j'ai pu l'acheter l'action à 147. Aujourd'hui, elle est à 289 $. Et donc, vous voyez qu'aujourd'hui, si vous achetez l'action, elle va vous verser seulement 1,56% de dividendes en brut, ce qui n'est pas énorme. Mais vous voyez que moi, j'ai pu obtenir cette action avec 3,11% de rendement sur dividendes. Et c'est pour ça qu'il faut aller sélectionner les actions au bon moment parce qu'on peut obtenir comme ça de bien meilleurs rendements de dividendes. Et à la fin, vous allez avoir comme ça un magnifique calendrier avec vos versements de dividendes.
Donc là, vous voyez, on est le 17. Donc pour l'instant, une semaine un peu creuse ici. Pas de dividendes, mais vous voyez qu'à partir de 27, $48 de Cisco, $53 de BXP. $90. Donc là, j'ai 3 entreprises qui vont me payer, $61 de Lowe's. Et puis là, vous voyez, on est quoi? On est en octobre, en novembre, ça va commencer à cartonner puisqu'on va recevoir $180 ici de PD, $161 de plusieurs entreprises ici et $152. Donc là, voilà, presque $300. Et je ne sais pas ce que tu en penses, Axel, mais d'avoir comme ça, je vous montre ici le tableau, vraiment mois par mois, d'avoir comme ça des revenus qui tous les mois tombent, un petit peu tous les jours, même du calendrier, tombent sur vos comptes en banque directement en bourse, c'est hyper rassurant. On se dit, OK, bah, quoi qu'il m'arrive, j'ai toujours ces actions qui vont continuer à verser des dividendes. Et du coup, je peux vraiment profiter de la vie et me dire, quoi qu'il arrive, j'aurai toujours cette autre source de revenus-là, quoi. C'est clairement énorme. Et en plus, ton tableau, ce qu'il montre, c'est que du coup, tu dilues vachement le risque, puisque là, tu investis sur plusieurs actions en même temps. Et du coup, bah, tu n'as non pas genre un seul locataire qui va te payer 500 balles tous les mois, mais là, tu vas en avoir plusieurs qui vont te payer 40, 50, 100 euros par mois. Et donc, la somme de tout ça, c'est que ton risque est vachement dilué. Donc, même si tu as une coupure de dividende ou une baisse de dividende d'une action, bah, c'est pas grave, puisque bah, au pire, tu revends tes actions, peut-être que ça aura déprécié un peu et tu en achètes une autre, ou sinon tu attends que ça revienne. Enfin, tu vois, c'est beaucoup moins pris à la gorge, quoi. C'est excellent ce que tu dis par rapport à la diversification. Je vais en parler parce qu'en effet, l'immobilier, beaucoup de gens disent c'est sécurisé. Et en effet, bah, il y a peu de chances que votre locataire y parte ou que l'immeuble ne veut plus rien. Mais il y a quand même pas mal de cas, notamment si vous avez investi par exemple dans un immeuble qui n'avait pas les normes. Voilà, peut-être que ça va se débloquer. Peut-être, voilà, dans 10 ans, on va avoir des maisons connectées qui vont avoir besoin de nouveaux systèmes d'installation. Donc, il va y avoir pas mal de travaux. Et si vous retrouvez à acheter par exemple un bien qui n'est pas forcément mis à jour, eh ben, sa valeur peut dévaluer. Je parlais justement hier avec un agent immobilier qui me disait les gens, il y a certaines personnes qui connaît à Marseille, qui ont acheté des appartes. Donc, il est sur Marseille. Ils ont acheté des appartes il y a 15 ans. Et aujourd'hui, on leur dit, bah, désolé, il va falloir le vendre moins cher que ce que vous l'avez acheté. Donc, ça fait mal. Ça fait mal et le risque est concentré parce que finalement, tu n'as qu'un seul appart. Le patrimoine médian d'un Français, c'est 150 000 euros. Donc, toute ta valeur était dans cet appart-là. Tu l'as acheté 100 000 euros et là, on te dit du jour au lendemain, désolé, mais tu vas pouvoir le vendre que 80 000 euros ou même moins. Et les gens, ils me racontaient ça de manière, c'était assez triste parce que les gens, ils disent, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Cet appartement, c'est là où mes enfants ont vécu. Ça vaut beaucoup plus que ça. Les gens, émotionnellement, sont attachés à cet appartement. Donc, bref, tout ça pour dire, en immobilier, vous êtes vachement concentré, notamment sur la zone, sur la région, sur le locataire. Donc, et finalement, on dit que c'est diversifié, mais c'est pas réellement diversifié. Ici, vous voyez que je suis diversifié non seulement en termes d'entreprise. Donc, vous voyez que si je vais dans Income, je vois qu'en fait, il y a 9% de mon revenu qui vient de cette entreprise, 8% de celle-ci, 8% de celle-ci, 7% de celle-ci. Donc, c'est extrêmement diversifié. J'ai énormément d'entreprises qui me versent des dividendes. Donc, c'est vraiment puissant. Et on voit ici que l'objectif, ça serait même de diminuer ça, d'être à 5% d'une entreprise à chaque fois. Et donc, je vais progresser petit à petit et atteindre cette chose-là. Et on voit aussi une diversification aussi au niveau des industries. Donc, j'ai de l'industriel, j'ai des financiers, j'ai de la consommation facultative, j'ai de la santé, j'ai de l'énergie. Donc, finalement, peu importe ce qui va grandir, tu vois, sur les prochaines années, qu'est-ce qui va se développer comme type d'entreprise, je suis à peu près sûr que je continuerai de recevoir ces revenus passifs. Ici, ce service vous propose aussi une sécurité de dividendes et on voit que 77% de mes dividendes sont réputés très sécurisés. Et en gros, 77%, ils ont estimé qu'environ, quand il y a une coupure de dividendes, 98% du temps, ce ne sont pas des entreprises qui sont sécurisées. Donc, finalement, juste en sélectionnant les bonnes entreprises, vous pouvez vous assurer d'avoir ce revenu passif qui tombe vraiment tous les mois. Ok, ouais, c'est hyper intéressant ce que tu as montré. Et du coup, ça fait vachement penser un peu ce qu'on voit depuis 2-3 ans, ce qui était venu maintenant, qui s'est popularisé vachement sur TikTok, etc., bah, c'est la crypto. Et du coup, bah, c'est quoi ton point de vue sur la crypto, justement, par rapport à la bourse? Parce que du coup, c'est assez similaire. C'est-à-dire que tu peux tout à fait acheter un actif comme acheter une action. Donc là, le marché est 100% up, donc tu n'as pas d'horaire, tu vois, pour acheter ou vendre ta crypto. Tu peux l'acheter quand tu veux. Et maintenant, tu as même des systèmes de DeFi, pour comment dire, la finance décentralisée. Et du coup, tu peux même gagner aussi des intérêts, un petit peu comme la bourse, un petit peu comme des dividendes, en plaçant tes cryptos tous les mois. Et du coup, bah, toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est quelque chose que tu fais? Et pourquoi est-ce que la bourse reste, en tout cas, je pense que c'est ton cas et tu vas le dire. Pourquoi est-ce que la bourse reste ton pilier principal, du coup, plutôt que la crypto, par exemple, où là, peut-être qu'on pourrait obtenir des rendements plus élevés, mais peut-être avec plus de risques. Donc, voilà. Ouais, c'est une excellente question, Axel. Et en effet, je sais que quand il y a certaines personnes dans les commentaires qui vont dire ouais, bon, 10% par an en bourse, c'est bien mignon, mais moi, je fais 10% par mois avec les cryptos. Et c'est vrai, il se passe des choses assez intéressantes dans le monde de la crypto qui valent quand même le coup de regarder, de s'y intéresser, de comprendre un petit peu ce qui se passe.
Simplement, je pense que dans tout type d'investissement, il faut bien faire le rapport entre le risque et le rendement. Et souvent, pas toujours, et c'est là où il y a des investissements intéressants, mais souvent, plus vous augmentez le rendement, plus vous augmentez aussi le risque. Et dans la crypto, je pense aussi que 10% par mois, OK, mais 10 fois plus de risque aussi. 10 fois plus de risque, que ça parte dans le mauvais sens, surtout si vous achetez pas forcément les plus grosses cryptos. Donc, ouais, en effet, moi, il y a deux choses principales qui vont me déranger dans l'investissement crypto. J'ai mis un petit peu d'argent et je pense que c'est intéressant d'en mettre une petite partie de son patrimoine, mais je pense que c'est intéressant justement de pas trop mettre de pourcentage important parce que les risques sont quand même très importants. Là, on parle quand même de votre futur, on parle de placer de l'argent pour votre retraite, on parle de mettre des sommes hyper importantes. Donc, c'est facile en effet de faire 10% par mois peut-être dans la crypto, mais combien vous allez investir? Combien vous sentez à l'aise pour investir? Et souvent, j'entends des gens qui me disent oui, j'ai fait x2, mais si tu as fait x2 sur 100 euros, bah super, tu as gagné 100 euros. Moi, je fais 10% sur 100 000 euros parce que j'ai la confiance justement du système et j'ai pu mettre autant d'argent. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont fans de crypto, mais qui n'oseraient pas, s'ils avaient cet argent-là, les mettre en crypto, tu vois, parce que c'est encore un domaine où il reste beaucoup de choses à inventer. Donc, c'est le premier souci que je vois, c'est que je pense qu'il est difficile aujourd'hui encore de savoir quelle sera la crypto gagnante de demain, c'est-à-dire quel nouveau système monétaire sera utilisé. Et d'ailleurs, est-ce qu'il y aura une crypto qui sera réellement gagnante, tu vois? Parce que acheter des cryptos, pour moi, c'est aussi faire le pari que les États perdront aujourd'hui ce qui est leur principal pouvoir, c'est de pouvoir imprimer de l'argent. On est d'accord? Donc, si par exemple, je ne sais pas, en France, le Bitcoin s'était imposé, tout le monde payait en Bitcoin, tout à coup, la crise du Covid arrive, on dit voilà, à plein de gens, on ferme votre business et on va rien vous donner parce qu'on peut rien vous donner, on peut pas imprimer de l'argent, on n'a pas de Bitcoin. Donc tu vois, moi, je pense que si jamais, c'est un scénario qui est probable, qui est possible, mais je le pense assez faible et je pense qu'on aura sûrement de la crypto-euro, des choses qui vont arriver et les États voudront garder la main mise sur cette puissance qui est hyper importante monétaire, qui leur permet justement en cas de crise d'imprimer un peu plus de billets pour pouvoir sauver certaines personnes de la galère, quoi. Donc c'est bien beau le concept, tu vois, d'une monnaie qui est finie et donc on ne peut plus imprimer. Évidemment, ça rassure. On se dit bon quoi qu'il arrive, ma monnaie ne bougera pas, mais c'est pas forcément si simple. Et ce qui me dérange aujourd'hui, c'est que je dis souvent ça. Aujourd'hui, il y a un leader, il y a Bitcoin et Ethereum, les deux leaders principaux. Donc je pense que ça peut être intéressant d'investir dessus. Mais est-ce que ces leaders seront les gagnants dans 10-20 ans? Et la personne qui vous dit oui, c'est sûr que ça va devenir la référence. Je pense qu'elle ne sait pas. On ignore ce qui va se passer dans le futur. Moi, je dis toujours aux gens, en 2006, vous auriez demandé à des gens, voilà, c'est quoi selon toi le réseau social qui va cartonner? C'est quoi ce qu'utilisent le plus les gens pour chatter? Les gens vous auraient dit, le réseau social dans lequel il faut investir, c'est MySpace. Et la méthode de chat excellent qui vous permet d'envoyer des whiz, c'est MSN. Et on sait tous les deux ce qui s'est passé. Bien, ouais, 2 ans plus tard, Facebook est arrivé et les a littéralement explosés. Donc, moi, je vous pose la question, est-ce que demain, il n'y a pas une crypto qui va exploser toutes les autres? Je pense que personne ne peut le dire. Et d'ailleurs, on voit de plus en plus de projets qui sortent, qui remettent en cause les cryptos actuelles. Donc, attention. On est dans un monde, pour moi, le monde de la crypto me rappelle beaucoup la bulle des actions Internet des années 2000, c'est-à-dire énormément de concurrents, énormément d'argent à se faire, notamment pour les gens qui tradent sur le court terme, parce qu'il y a beaucoup de spéculation, beaucoup de gens qui pensent qu'ils vont devenir millionnaires facilement en achetant 2-3 cryptos. Donc, énormément de spéculation, énormément de gens qui vont bénéficier, mais c'est surtout finalement les investisseurs court terme pour moi qui bénéficient de ce genre de trend. Parce que investir sur le long terme, par exemple, dans les années 2000, je vais vous montrer quelques exemples ici avec des actions, c'était catastrophique dans la majorité des cas, même des fois sur des entreprises qui ont réussi dans le futur. Donc, c'est ça qui est incroyable. C'est-à-dire que même si déjà, donc, dans la bulle des années Internet, je sais pas, il y avait peut-être 10 000 entreprises, il y en a 10 qui ont réellement réussi. Et même si vous aviez des fois trouvé celles qui ont réussi, vous auriez quand même perdu de l'argent parce que les prix étaient complètement délirants. Donc attention, je dis pas qu'il faut pas investir en crypto, mais voilà, c'est ça qui me fait, tu vois, un peu peur de me dire si ça se trouve, c'est pas sûr que ça soit celle-ci et d'aller trouver le prochain Amazon, le prochain Google dans la crypto. Je pense que c'est pas forcément facile. Donc ça, c'est le premier point pour moi. C'est difficile de savoir qu'est-ce qui marchera sur le long terme. Et le deuxième point, tu vois, qui me bloque, c'est que justement, contrairement à la bourse, et c'est le même problème que j'ai avec l'or, les obligations, quoique les obligations encore, ça peut passer, mais l'or, les matières premières, les montres, le vin, voilà, il y a beaucoup d'investissements, les tableaux. Ce qui me dérange avec ces investissements, c'est que ce sont des choses qui finalement ne bougent pas. C'est-à-dire que c'est des choses, on les achète et on espère qu'un jour, un autre investisseur, il verra plus de valeur que nous, on l'a vu. Donc, ce sont des choses, souvent, on va se dire, ouais, mais il y en a moins, donc ça va prendre de la valeur. Mais en fait, le problème, c'est que la valeur est uniquement basée sur le regard des autres investisseurs. C'est-à-dire que ce ne sont pas des actifs qui produisent réellement de la valeur en dehors d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils ont une valeur extrinsèque. Ils n'ont pas une valeur intrinsèque. C'est-à-dire, en eux-mêmes, c'est juste l'œil des autres qui leur donne la valeur. Et donc, je donne l'exemple. Si, par exemple, demain, plus personne ne veut de l'action Amazon, eh bien, c'est pas grave parce que Amazon, elle continue d'avoir des clients et de faire des profits. Donc, Amazon ne pourra jamais valoir zéro parce que l'entreprise existe et parce qu'elle gagne de l'argent. Et c'est pareil en immobilier. Un bien immobilier ne pourra jamais valoir zéro tant qu'il y a des gens qui sont locataires.
Donc, tu vois, pour moi, ce fait qu'il y ait des profits, ce fait que l'entreprise génère des profits, pour moi, ça apporte une vraie sécurité. C'est pas juste basé sur est-ce que les gens l'utilisent, est-ce que les gens y voient de la valeur. Voilà, une carte Pokémon, ça peut valoir 100 000 euros si tout le monde veut cette carte Pokémon. Mais si personne ne veut cette carte Pokémon, elle ne vaut plus rien. Je suis En complètement bourse, d'accord. Ouais, je suis complètement d'accord, mais je pense ça a un petit peu changé justement avec la DeFi qui est arrivée et le fait que tu puisses du coup justement juste emprunter et prêter du coup ton argent. Parce que là, tu as un système où justement ton argent sert à quelque chose, il est prêté pour le mettre dans la circulation, dans l'économie, donc la personne te donne des intérêts. Donc c'est bien aussi, tu vois, Alors, mais ouais, mais le problème des monnaies, enfin, ça n'a jamais été rentable d'investir dans des monnaies. Je veux dire, aujourd'hui, l'euro, par exemple, enfin, je veux dire, des monnaies qui sont utilisées en masse aujourd'hui, emprunter de l'euro, enfin, c'est-à-dire prêter de l'argent des euros à des gens, ben, vous regardez, hein, ça vous rapporte, les obligations américaines rapportent 1% par an. Donc, tu vois, ce qui me dérange, c'est qu'aujourd'hui, on a des c'est très rendements tôt, c'est pour ça, c'est parce que c'est très tôt justement, je pense. parce que les gens font des effets de levier incroyables dessus et du coup, bah, ils vous donnent beaucoup si vous décidez de prêter vos cryptos. Sauf que, est-ce que ça durera longtemps? En fait, ce qui se passe, c'est que globalement, plus un actif est spéculatif, plus il y a des gens qui vont chercher à l'emprunter pour faire des effets de levier et faire des bénéfices sur le court terme. Mais le jour où cet actif n'est plus recherché, c'est-à-dire qu'il y a un down, donc déjà à cause de cette spéculation, quand ça baisse pas de moins 10% comme la bourse, mais ça baisse de moins 50, moins 60%. Donc déjà, il faut avoir le cœur bien accroché. Et tu vois, pour moi, c'est pas une vraie valeur dans l'économie parce que ça reste. En fait, c'est simple. Aujourd'hui, il y a 90% des gens, par exemple, qui font leur recherche sur Google. Tu vois, qui utilisent réellement Google. Hein. C'est-à-dire, je demande à mon coloc ici, utilise Google. Je demande à mon père, utilise Google. Ok. Je demande à toi, tu utilises Google. Combien de gens, moi je pose la question, combien de gens utilisent réellement la crypto pour leurs besoins quotidiens? C'est-à-dire, est-ce que c'est un produit qui s'est démocratisé et pas uniquement du côté des investisseurs? Les investisseurs, c'est exactement pareil dans la bulle des années 2000. Tout le monde achetait des actions Internet, mais personne n'utilisait Internet, ou du moins personne n'utilisait les services vraiment de ces entreprises-là. C'était que des promesses. Donc moi j'aime bien les promesses, mais tu sais ce que je préfère? Je préfère le fait que ça soit déjà des entreprises leaders, et je trouve ça tellement plus simple. Aujourd'hui, il suffit de regarder dehors et de voir ce que les gens utilisent. Ils utilisent Google, ils utilisent Amazon, ils utilisent Facebook. Donc là, je parle des big tech, mais ils utilisent aussi plein d'autres services qu'on peut retrouver, qui font des profits depuis des dizaines, des vingtaines, des trentaines, des quarantaines d'années. Donc certes, ça rapporte moins, mais c'est aussi beaucoup plus sécurisé. Et je pense que quand on parle d'investir 80% de son capital et vraiment mettre le paquet pour investir le maximum, je préfère partir sur des choses qui sont plus prouvées selon moi. Après, tu as raison, je ne veux pas cracher sur la crypto. Ce qui est en train de se développer, c'est intéressant. Et je pense qu'avoir 2, 3, 4%, voire même 10, 15%, si vous vous intéressez vraiment au domaine, ça peut être intéressant. Mais à nouveau, attention au risque. Et pour moi, c'est un investissement qui est beaucoup plus actif que la bourse, à nouveau, qu'on a vu qui est quand même beaucoup plus passif. Ouais, et puis après, avec la bourse, je trouve que tu as aussi l'avantage de. Tu peux arriver, enfin, tu peux très facilement être en mode bon père de famille avec la bourse, c'est-à-dire tu places tu places ton capital et tout ça, ça va pas trop bouger non plus, quoi. Alors que le problème avec la crypto, c'est que franchement, dans 4 ans, tu as des trucs qui vont tellement bouger que déjà le prix va bouger énormément, mais déjà la technologie vont vachement bouger. Donc tu sais même pas si, ouais, je me suis mis sur telle plateforme, mais finalement, cette plateforme, elle a été rachetée par je sais pas quoi, et du coup, enfin, ça bouge tellement. C'est très actif. Et moi, ce que je dis beaucoup aux gens, et ça, beaucoup de gens, tu vois, le comprennent pas, Axel, c'est que moi, je dis toujours aux gens, passez votre temps là où vous pouvez vraiment apporter une valeur énorme. Tu vois, passez du temps sur votre spécialité. Donc, moi, ma spécialité, c'est les business sur Internet. Je suis assez à l'aise à l'oral et donc, je me suis concentré là-dessus et j'ai trouvé une manière d'investir ultra passive. Le problème que je vois beaucoup, c'est que tu as plein de gens, j'en parlais hier avec un pote, voilà, il a un boulot classique et il passe beaucoup de temps sur les cryptos, tu vois. Et donc, du coup, au lieu de gagner plus d'argent dans son boulot, là où il est bon, là où il s'est développé, là où, tu vois, il pourrait vraiment faire une différence et justement prendre des risques à cet endroit-là parce que c'est son boulot, donc il pourra toujours récupérer et apprendre des choses, et ben il passe du temps sur les cryptos. Et voilà, moi, je pense que c'est pas bon de passer trop de temps sur des investissements parce qu'en plus, on le sait, notamment en étudiant les comportements économiques, plus vous regardez souvent votre portefeuille, les choses bouger, et en crypto, ça bouge tout le temps, plus vous allez stresser, plus vous allez remettre en cause vos décisions, plus ça va être l'ascenseur émotionnel, vous allez être super content que vous avez gagné, vous allez être dégoûté quand vous allez perdre. Moi, je voulais éviter toutes ces choses. Ouais. Et ça pousse évidemment à faire aussi beaucoup d'erreurs. Donc, voilà. OK pour des petites choses. Et même si vous le faites, je le conseille, si ce n'est pas votre spécialité, si c'est la crypto, vous n'êtes pas fan de crypto, vous ne passez pas tout votre temps dessus. Évidemment, si c'est le cas, allez-y à fond, faites des trades, etc. Mais si vous êtes vraiment passif, achetez des cryptos et ne regardez plus le portefeuille, quoi. Vous les achetez, vous les posez et vous l'oubliez et vous l'ouvrez dans 10 ans et vous voyez si votre pari a réussi ou pas. Mais ne vous amusez pas à commencer à regarder les bots, les trucs sans arrêt parce que c'est dangereux quand même. Ouais, bah justement, en parlant d'erreurs, donc du coup, on imagine que voilà, les gens qui nous regardent, voilà, on se dit, j'ai envie de tester un petit peu la bourse, j'ai envie de démarrer parce que j'ai jamais investi en bourse. C'est quoi, genre les grosses erreurs que toi tu donnerais, enfin, tu t'as comment dire, t'as identifié quelles grosses erreurs que la plupart des gens font et qu'ils ne devraient pas faire quand ils investissent en bourse?
Ouais, c'est une très bonne question. J'ai démarré en 2017, tu vois, j'ai posé 1 000 euros, donc c'était mes premiers investissements et j'ai fait plein d'erreurs, littéralement beaucoup, beaucoup. Et il y en a 3 principales que j'ai relevées et je vais essayer de les partager avec vous. Vraiment, si vous évitez ces 3 erreurs-là, pour moi, c'est garanti que vous allez obtenir du rendement en bourse. D'ailleurs, petite précision qui est intéressante, je trouve, sur la bourse. La majorité, tu vois, donc le trading, les paris sportifs, dans toutes les choses comme ça dans lesquelles on peut investir, les résultats, même le casino et tout, on appelle ça une espérance de gain négative. C'est-à-dire que tu prends tous les gens qui y vont, l'espérance de gain est négative. C'est-à-dire que vous avez plus de perdants que de gagnants. Donc déjà, vous êtes statistiquement, c'est mauvais. Tu vois ce que je veux dire? Il va falloir être vraiment meilleur. Il y a 80% de perdants, par exemple, dans les paris sportifs. Donc si vous voulez gagner votre vie avec les paris sportifs, il va falloir être très, très bon. Pareil, sur tout ce qui est système de trading, sur court terme, etc., il y a 80% de perdants. Il faut être réaliste et honnête là-dessus. Voilà, c'est comme les joueurs de foot. Si vous voulez être joueur de foot pro, eh ben, il y a 90% de gens qui n'arrivent pas à être joueurs de foot pro, même, voire même beaucoup plus. Donc, c'est ça qu'il faut bien comprendre. En bourse, et ça, c'est hyper intéressant, l'espérance de gain est positive. C'est-à-dire que vous partez déjà en vous disant que même si vous faites n'importe quoi, vous faites ces 3 erreurs-là et juste vous faites plein d'erreurs, votre espérance de gain, en moyenne, je crois que c'est environ 3% l'espérance de gain positive des Français. Donc, on l'a vu, c'est quand même moins bon que les 10% qu'ils pourraient avoir sur le marché. Donc, c'est un peu dommage parce qu'on se dit, bon, bah, c'est dommage, tu as perdu de l'argent. Et principalement, cet argent, donc entre ces 10% que vous devriez faire et ces 3% de rendement, ils sont dus principalement à ces 3 erreurs qu'on va voir ensemble. Donc, si vous faites attention de ne pas faire ces 3 erreurs-là, normalement, vous pouvez vraiment améliorer votre rentabilité et passer de 3 à 10%. Évidemment, ça fait une différence énorme sur votre futur. Donc, à 3%, vous conservez juste votre pouvoir d'achat. À 10%, vous le multipliez complètement. Donc, je vais partager mon écran pour vous montrer un petit peu ces 3 erreurs. Donc, la première erreur, c'est tout simplement, elle est très simple, c'est d'acheter des entreprises de mauvaise qualité. Donc, en bourse, il faut bien comprendre, vous n'achetez pas juste un ticker, vous devenez actionnaire d'une entreprise. C'est-à-dire, vous devenez vraiment propriétaire d'une action. Et dans quel genre d'entreprise il faut investir? Eh bien, tout simplement dans celles qui génèrent des profits de manière stable. Et ici, je vous ai mis 2 exemples histoire d'illustrer un petit peu ça. Vous voyez qu'en fait, c'est un service que j'utilise qui permet de voir en fait les profits de l'entreprise sur un graphe. Et donc, la courbe orange, vous voyez, c'est les profits de l'entreprise qui montent et qui descendent. Et ici, quand on a un trou, ça veut dire qu'il n'y avait pas de profit. Et donc, je vous ai mis une croix ici. Pourquoi il ne faut pas investir là-dedans? C'est très simple. Un gamin de 10 ans pourrait le comprendre. Là, il y a des trous et ça augmente pas. Alors que juste ici, vous voyez, on a une très, très belle augmentation. Et donc, c'est dans ce genre d'entreprise, dans ce genre de graphique qu'il va falloir investir et pas dans celle-ci. Et pourquoi? C'est très simple, en fait. C'est parce que si vous souhaitez que votre entreprise vous verse des profits, il faut qu'elle gagne des profits. Et si l'entreprise, un coup, elle gagne et puis un coup, elle gagne plus de profits, évidemment, elle va pas pouvoir vous rapporter de l'argent. Donc, je vous ai mis ici l'exemple de Renault, une entreprise française. On voit que c'est extrêmement cyclique. Donc, un coup, l'entreprise vend des voitures et donc ça fait plus de profits. Puis, à coup, hop, 2008 passe par là, il n'y a plus de profit. Hop, là, de nouveau, une baisse, moins 61% sur les profits entre 2012 et 2013. On remonte, on rebaisse. Si vous investissez dans le genre d'entreprise, ça va être le yo-yo aussi sur la valeur de vos actions. Et ce qui va se passer, c'est que le dividende va être régulièrement coupé. Si je place le dividende de Renault, voilà ce qui se passe. Donc ici, Renault verse un dividende. Hop, 2008 arrive, plus de dividende. Allez, on recommence, dividende. Ah, plus de dividende. Donc, on veut absolument éviter ces entreprises-là. Donc, finalement, une mauvaise entreprise, en quelque sorte, une entreprise de moins bonne qualité, c'est simplement une entreprise qui n'est pas capable d'augmenter de manière stable ses profits. Et donc, au contraire, on cherche une entreprise qui va être capable, année après année, d'obtenir des bons résultats et de monter ses profits. Ça ne veut pas dire que toutes les années, ses profits vont monter. Ici, je vous ai mis l'exemple de Lockheed Martin, qui est une entreprise américaine dans la défense. On voit par exemple qu'ici, on a eu moins 9% en 2021. Mais vous voyez que globalement, on a quasiment tout le temps de l'augmentation. Ici, on a un petit moins 9%. Mais sinon, vous voyez qu'en moyenne, sur cette période-là de plus de 20 ans, on est à 15,5% d'augmentation des profits. Donc ça, c'est excellent. C'est ce genre d'entreprise dans lesquelles on va acheter des entreprises qui vont être capables d'augmenter leurs profits chaque année. Et généralement, ça va être lié à un business avec des vrais avantages compétitifs, une entreprise qui ne va pas être facilement concurrençable, qui va avoir vraiment une protection autour de son business. Et si l'entreprise augmente ses profits, ça, il faut bien le comprendre, votre action, elle aussi, va gagner de la valeur. Donc, je vous ai mis, vous voyez que si je mets le prix de l'action sur le graphique juste ici, donc c'est la courbe noire, vous voyez que globalement, même si on a des périodes ici où on était un peu au-dessus, ici un peu en dessous, ici un peu au-dessus, et de nouveau ici à peu près au même niveau, voire même un petit peu en dessous, vous voyez que globalement, en fait, le prix suit la courbe des bénéfices. Donc, il peut y avoir un petit moment une décorrélation entre, vous voyez, c'est ce qui s'est passé ici, entre la courbe orange et la courbe noire, mais globalement, sur le long terme, la courbe noire suit la courbe orange. Et je vous montre ici l'exemple avec Renault, vous allez voir, c'est vraiment frappant. On voit que quand Renault annonçait des bons résultats, hop, l'action montait. Quand Renault annonçait mauvais résultats, dégringolade complète. Renault annonce des moins bons résultats, ok, ça monte. Ah, moins bon résultat, hop, ça baisse.
Donc, c'est pas parfait. D'ailleurs, on voit qu'ici, c'est moins monté parce que les investisseurs sont un peu plus méfiants, j'imagine, étant donné l'historique de Renault. Mais on voit de nouveau, Renault avait dit oui, on va faire plein d'argent en 2017 et 2018, moins bon résultat. Hop, l'action baisse. Donc, c'est aussi simple que ça. Il peut y avoir des petites décorrélations, mais sur le long terme, sur 10 ans et plus, ce qu'il faut savoir, c'est que 90% de la performance d'une entreprise est expliquée par un retour à ses fondamentaux, c'est-à-dire un retour à ses profits, un retour à un prix qui fait sens par rapport à ses profits. Et donc, voilà, c'est aussi simple que ça. L'idée, c'est d'acheter des entreprises de qualité qui sont capables d'augmenter leurs profits. Et en faisant ça, eh bien, on s'assure d'avoir des entreprises qui vont être capables d'augmenter leurs profits. Et donc, la valeur de notre action, elle aussi, elle va augmenter. Et l'entreprise sera capable de verser de plus en plus de dividendes. Si je vous prends l'exemple ici de Lockheed Martin, vous voyez, c'est magnifique. On a une courbe. Donc, en fait, ce qui est juste ici, vous voyez, c'est tout ce qui va vous être versé sous forme de dividendes. Et ici, ce sont les profits de l'entreprise qu'elle garde pour elle pour continuer de se développer. Donc, évidemment, l'entreprise va vous donner 100% de ses profits, mais elle va quand même vous donner, vous voyez, un pourcentage assez élevé. Ici, on voit par exemple que Lockheed Martin, en 2020, a payé 40% de ses profits sous forme de dividendes. C'est-à-dire que si vous étiez actionnaire dans cette entreprise, eh bien, vous aurez reçu 40% des profits qu'elle a générés sur cette année-là. C'est quand même très sympa. Et je vous mets ici la performance de Lockheed Martin depuis, par exemple, 2001. Vous voyez que vous aurez gagné beaucoup plus qu'avec le SP500 puisque vous auriez fait 13,2%. Donc, on voit 12,1% uniquement avec l'appréciation de votre action. Et également, vous auriez touché 1,1% avec les dividendes. Donc, vous auriez fait 107 000 $ de croissance et vous auriez aussi touché 24 000 $ de dividendes en investissant, donc à nouveau en 10 000 $ en 2001. Et donc là, vous voyez que c'est intéressant parce que vos 40 000 $, si vous aviez investi dans le SP500 en 2001, vous auriez gagné 40 000 $ en fait en investissant dans le SP500 en 2001, donc seulement 7%. Ici, vous auriez gagné 132 000 $. Donc voilà, en sélectionnant certaines actions, on peut faire quand même beaucoup mieux que le marché. Il faut simplement aller, pour moi, trouver ces bonnes actions et une fois qu'on les trouve, les acheter et évidemment les conserver sur le long terme. Ok, Est-ce donc que ça te semble très clair? Ouais, c'est très clair. Et du coup, bah, c'est trop bien parce que le graphique était excellent pour vraiment montrer ce que c'est qu'une mauvaise entreprise et une très bonne entreprise. Et tu l'as montré, genre, le truc de ouf, c'était vraiment le prix de Renault. Genre, tu vois que ça drop, mais genre, je crois que c'était genre moins 80 ou moins 70%, un truc comme ça. Enfin, le pourcentage, je sais même pas combien c'était, mais c'est insane. Donc, quand tu vois ça déjà sur ton portefeuille, tu te réveilles, tu regardes, je sais pas, une fois par mois, tu regardes ton portefeuille, tu es moins 70%. Et tiens, en fait, tu te dis pas, je vais regarder un peu les résultats de l'entreprise, etc. Parce que aussi, ce qu'on aimerait, c'est un peu en mode bon père de famille, tu places tes sous et tu n'as pas envie de regarder de palucher tous les rapports de résultats des entreprises dans lesquelles tu as investi, etc. Et quand tu n'es pas au courant et que tu vois ça sur ton portefeuille, tu fais putain, j'ai pas bien choisi, tu vois, j'aurais dû bien sélectionner mes actions. Donc complètement. C'est vraiment, tu vois, c'est l'erreur, c'est de pas regarder, de pas faire justement ce petit travail en amont. Donc je suis d'accord, il y a un peu de travail, il faut vérifier que l'entreprise fait des profits. Mais en même temps, c'est logique. Je veux dire, si demain, tu voulais racheter la boulangerie du coin, la première question que tu te poserais, c'est est-ce que cette entreprise est capable de gagner de l'argent? Est-ce qu'elle fait des profits concrètement? Pourquoi j'irais acheter une entreprise? Et il y a plein de Français malheureusement qui ont fait ça. Pourquoi j'irais acheter une entreprise qui ne gagne pas d'argent, qui est pas capable de gagner régulièrement de l'argent et qui est instable sur son paiement de dividendes? Et je vois plein de Français qui achètent des actions Orange, Renault, etc. Et quand on regarde les graphiques, quand on regarde leur profit, c'est complètement instable. Le dividende a été réduit plusieurs fois. Donc, il faut pas acheter ces actions-là, tout simplement. Il faut simplement aller chercher les actions. Et heureusement, on a beaucoup d'actions qui sont disponibles sur les marchés. Il faut simplement aller sélectionner les actions qui sont capables d'augmenter leur profit chaque année. Voilà. Et c'est pareil, si vous leur achetez un business, voilà, c'est la même chose. Ok, donc là, c'était ta grosse erreur que tu vois dans la plupart des cas de gens que tu connais. Et c'est quoi, du coup, ta deuxième erreur? Tu as dit que tu en avais 3. Donc, quelle est ta deuxième erreur Donc, première erreur, acheter des entreprises, on l'a vu, de mauvaise qualité. C'est-à-dire, par exemple, regarder juste le rendement que vous allez pouvoir obtenir en dividende sans regarder si concrètement ce dividende, il va pouvoir continuer de vous être versé. Donc, waouh, il y a un dividende de 20%, allez, j'achète. En fait, l'entreprise, elle vous verse 130% de ses profits. Donc, en fait, elle s'endette pour payer votre dividende. Évidemment, il va vous être versé un mois, un trimestre, et puis après, c'est fini. Donc, première erreur, bien faire attention d'acheter des entreprises de qualité. C'est vraiment la règle numéro 1. La règle numéro 2, ça va être, et là, celle-ci, elle va surprendre beaucoup de gens et c'est vraiment, c'est de l'or en barre parce que moi, j'ai mis beaucoup de temps avant de comprendre ça. C'est d'acheter les entreprises à un prix juste. Du coup, tu vas arriver à ton indicateur que tu parles tout le temps. C'est le fameux PE ratio, c'est ça? PE ratio, je sais plus comment on dit. Le PE ratio, le PER, donc le multiple des profits. En fait, c'est très simple. Il y a des gens, souvent, les gens mettent un petit peu de temps à comprendre ce ratio, mais en fait, c'est très simple. Si la boulangerie fait 100 000 € et qu'elle vous propose de l'acheter à 200 000, ça veut dire qu'il y a un PE ratio de 2. C'est-à-dire que vous payez 2 fois les profits annuels de l'entreprise. Vous pouvez faire exactement pareil avec l'immobilier. Si vous touchez 1 000 € de loyer et que l'appartement, vous l'achetez 10 000 €, 1 000 € de loyer par an, 10 000 €, ça veut dire que vous payez 10 fois les loyers, du bien immobilier. Donc, ça vous permet d'avoir une base et de savoir combien vous payez ces profits de l'entreprise qui sont quand même, à nouveau, on l'a vu, la base
pour voir quelle va être la performance d'entreprise et concrètement, est-ce qu'elle a de la réussite financière. Donc, c'est pas toujours un indicateur parfait, c'est pas la seule chose que je regarde, mais pour moi, c'est un des indicateurs les plus intéressants parce que c'est la réalité économique. C'est-à-dire, c'est bien de dire, oui, Tesla, demain, va gagner X milliers d'euros de profit. Mais aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose, d'accord? Donc, malheureusement, on investit aussi pour aujourd'hui. Et moi, j'aime bien, alors, on investit pour le futur, mais on investit aussi concrètement. Moi, j'aime bien voir des entreprises qui réussissent déjà, d'accord? Je pense que c'est plus simple de continuer de réussir quand on réussit déjà, plutôt que de se mettre à réussir alors qu'avant, on réussissait pas forcément. Donc, l'indicateur que je vais regarder, c'est en effet ce multiple des profits. Je vais vous montrer, j'ai fait quelque chose de très simple. Donc, ce multiple des profits, vous voyez, en fait, ici sur FastGraph, je vais vous montrer un exemple très, très parlant avec Cisco. Vous voyez que ici, FastGraph pose un PER de 15. Donc, PER de 15, c'est-à-dire que vous payez 15 fois les profits de l'entreprise. Et donc, finalement, si on reprend notre exemple tout à l'heure de Lockheed Martin, quand le prix touche la courbe orange, ça veut dire que vous payez 15 fois les profits. Donc, on l'a vu, globalement, c'est un indicateur assez intéressant. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder, parce que ce qui se passe aussi quand vous achetez votre boulangerie, c'est que si la boulangerie, elle vous dit, voilà, je suis super bien placé dans Paris et là, il va y avoir des constructions, je vais avoir beaucoup plus de clients l'année prochaine, vous serez peut-être prêt à payer ces profits un peu plus cher parce que vous allez vous dire, OK, il va y avoir de la croissance. Donc, vous voyez, je vous ai mis ici un espèce d'équivalent qui est utilisé par des grands investisseurs, notamment Warren Buffett, qui vous permet de voir. Donc, si l'entreprise prévoit de grandir à 10% par an, ses profits, on estime qu'un bon PER, et c'est souvent le PER sur lequel on va partir, vous voyez que FastGraph, il vous met à chaque fois la courbe ici en orange, c'est un PER de 15, c'est-à-dire 15 fois les profits de l'entreprise. C'est globalement le prix qu'on va payer pour des entreprises grosses et publiques. Donc, à nouveau, c'est pas pareil. Si vous achetez votre petite boulangerie du coin, vous ne paierez pas forcément 15 fois les bénéfices. Mais globalement, pour les grandes entreprises solides, c'est 15 fois. Et au contraire, une entreprise, par exemple, qui ne ferait aucune croissance, c'est-à-dire qu'elle serait stable dans ses profits, ça vaudrait 7. Donc, on paierait 7 fois ses profits. On pourrait même continuer, imaginer des PER juste pour des entreprises qui font un peu moins de bénéfices chaque année. C'est-à-dire que même une entreprise qui fait un peu moins de bénéfices, elle a quand même un prix juste, un prix qu'on serait prêt à payer. C'est-à-dire que ce qui est intéressant de comprendre ici, c'est qu'il va falloir essayer d'acheter l'action au bon moment, à un moment où son prix fait sens par rapport à ses profits. Donc là, c'est bien le prix max, enfin, c'est le PER max auquel tu voudrais acheter l'action, c'est ça? C'est pas forcément le PER, le prix maximum. C'est-à-dire que des fois, je vais appliquer, je vais pouvoir monter un petit peu si j'estime que l'entreprise est de meilleure qualité. Je vais regarder aussi son historique. Voilà, je vais regarder différents critères, mais c'est un très bon indicateur, un premier indicateur sur lequel on peut se baser. Donc, se dire, OK, cette entreprise, j'estime qu'elle va faire 13%. Je vais regarder un peu les analystes. J'estime qu'elle va faire 13% de croissance par an. Je vais chercher à payer 16,5 fois ses profits. Si elle se vend à 22 fois ses profits, ça va être trop cher. Si au contraire, elle se vend à 11 fois ses profits, ça va être super intéressant. Et tu vois, c'est exactement ce qui s'est passé ici pour Lockheed Martin. Vous voyez que globalement, si vous aviez pu acheter les profits d'entreprise ici à 11, vous auriez fait une super performance. C'est-à-dire voilà, de 11 jusqu'à aujourd'hui, boum, 18% par an. Donc, tu vois, simplement en achetant des actions comme ça qui sont sous-évaluées par rapport à leur profit, vu qu'elles vont un jour ou l'autre, sur 10 ans, on l'a vu, rejoindre leur profit, si vous achetez en dessous de leur profit, hop, vous allez faire une excellente performance. Et ici, on voit exactement le contraire. C'est-à-dire que si vous aviez acheté l'entreprise Lockheed Martin en 2002 et vous la gardez pendant 10 ans, c'est-à-dire que vous l'aviez payé un peu trop cher, hein, ici, je ne sais plus combien on était à PER de 34. Vous voyez, alors vous faites quand même une performance qui est assez intéressante parce que il y a eu pas mal de dividendes, etc. Mais vous voyez que votre performance est moins bonne parce que vous avez payé trop cher. Et donc, ce que je veux vous dire par rapport à cette deuxième erreur, c'est que, attention, même si l'entreprise est de qualité, même si elle est super intéressante, même elle a un super historique, je vois beaucoup de gens qui font cette erreur, notamment, voilà, on va dire, par exemple, Air Liquide, c'est une excellente entreprise française, ou LVMH, c'est une excellente entreprise française, donc je vais l'acheter, peu importe son prix. Non, je veux dire, à nouveau, on reprend notre exemple de la boulangerie. Si je vous dis, elle vaut 10 millions, elle fait que 100 000 euros de profit, est-ce que vous allez l'acheter? C'est pareil, je vous dis, j'ai une maison, je vends ma maison, villa piscine, elle est superbe, mais je vous la vends 100 millions, est-ce que vous allez me l'acheter? Non. Et en bourse, pourtant, les gens font ça. C'est-à-dire qu'ils achètent des entreprises avec des profits qui ne font tout simplement pas sens. Je vous ai mis ici l'exemple de Cisco pour vous montrer à quel point les investisseurs peuvent être complètement délirants. Vous voyez que Cisco, dans les années 2000, juste avant l'éclatement de la bulle, se vendait à 132 fois ses profits. 132 fois ses profits. Et l'action valait 68 $. C'est-à-dire que si vous l'aviez acheté à ce moment-là en 2000, même si vous avez conservé l'action, c'est-à-dire vous aviez vraiment le cœur solide et même après les moins 80% qu'elle a pris en 2001, vous auriez conservé l'action jusqu'à aujourd'hui, vous n'aurez finalement, vous n'aurez pas fait de profit puisque l'action se vend aujourd'hui à 55 $. Et ce qui est incroyable avec cet exemple de Cisco, c'est que c'est pas une entreprise qui a échoué. Regarde, si on enlève le prix du graphique Excel, tu vois qu'elle a monté. Enfin, tu veux dire, c'est une action qui a fait 8% de croissance de ses bénéfices tous les ans en moyenne. Donc, c'est une action qui a réussi, voilà, la promesse était forte. Dans les années 2000, on disait c'est une action qui va cartonner. Elle a réellement cartonné. Et pourtant, vous auriez perdu de l'argent. Pourquoi? Parce que vous auriez commis l'erreur numéro 2, qui est de payer les profits à un prix complètement fou, c'est-à-dire 132 fois les profits de l'entreprise annuelle. C'était, voilà, quand vous avez une entreprise qui se vend 132 fois ses profits, il n'y a pas de solution. Il va falloir que l'entreprise augmente ses profits de manière très, très rapide. Et c'est le danger, évidemment, vous n'avez pas de marge de sécurité. Et si au contraire,
l'entreprise n'augmente pas ses profits. On voit ce qui s'est passé ici. Finalement, le prix a commencé à se rapprocher des profits de plus en plus. Et vous voyez que donc, si je trace ici le trait de 2000 à ici, vous auriez perdu 0,2% avec l'action. Et si vous aviez attendu, alors on va pas faire le gars qui achète pile au plus bas, même si vous aviez attendu, par exemple ici, 27 fois les profits, ce qui est quand même assez cher, vous auriez une performance bien meilleure avec Cisco. Vous seriez à 7,5% par an. Donc voilà, première règle, on achète des entreprises qui vont monter leurs profits. Deuxième règle, on fait juste en sorte de ne pas payer un prix délirant, mais plutôt de payer un prix juste, un prix qui fait sens par rapport au profit et idéalement un prix justement qui est un petit peu en dessous de sa moyenne historique. Donc plutôt, vous voyez, vers les 9, 10, 11, 12. Ça va dépendre évidemment à nouveau de la croissance de l'entreprise. Mais en gros, on essaye de payer un prix qui fait sens. C'est la deuxième erreur. Ok. En plus, c'est un indicateur qui est hyper bien pour connaître la spéculation qu'on peut avoir par rapport à une entreprise, tu vois. Savoir, est-ce qu'il y a pas beaucoup de vent, mais est-ce que ça parle beaucoup pour pas grand-chose derrière? Donc, je pense que c'est un très bon indicateur. Et tu l'as dit, je pense avec Tesla, j'ai pas envie de voir le PE ratio de Tesla, mais je pense que ça doit être bien vénère parce qu'ils ont pas. Enfin, je crois que je sais même pas s'ils sont rentables. Je crois qu'ils sont rentables, mais c'est vraiment light, quoi, il me semble. Tu peux faire des profits après en achetant des actions comme ça qui font pas encore de profit et te dire, voilà, dans 10 ans, cette entreprise va cartonner, elle va faire des profits, etc. Mais du coup, t'as pas d'indicateur pour voir si le prix fait sens, tu vois. C'est un peu comme ce qu'on a sur la crypto, c'est n'importe quel prix peut dire c'est un bon prix. En fait, tout le monde peut justifier un bon prix. Alors qu'en effet, quand on a des profits, d'un coup, ça devient beaucoup plus clair. Et moi, du coup, même si j'essaie d'investir dans des entreprises qui font de la croissance, j'aime bien investir dans des entreprises. Ça fait quand même 10-20 ans qu'elles réussissent parce que la réalité du business, c'est que il y a 100 entreprises et 99 qui meurent. Et donc, investir, tu vois, au début dans les startups, etc., c'est extrêmement dur. D'ailleurs, les startups parlent de licorne, c'est-à-dire quand c'est une licorne, c'est-à-dire que c'est tellement rare qu'une startup parvienne à atteindre 1 milliard qu'on appelle ça une licorne. Voilà. Donc moi, je préfère investir dans des entreprises qui sont déjà des licornes, qui sont déjà excellentes, qu'on utilise déjà tous les jours, qui sont déjà bien imposées. Alors certes, je vais pas faire 300% ou 400% par an. Je vais faire plutôt 10, 15, mais 15%, on l'a vu ensemble. Si tu fais ça sur une période suffisamment longue, c'est déjà très bien. Tu diminues le risque. En fait, tu baisses ta croissance, enfin, tu baisses ton rendement, mais tu diminues le risque. Et du coup, si tu ajoutes ça plus de la diversification et le fait d'avoir des dividendes constants, croissants et sûrs, payés par plein d'entreprises, tu auras un portefeuille qui va être beaucoup plus stable et tu vas dormir beaucoup mieux sur tes deux oreilles que si tu te dis putain, Tesla, tu diminues ton risque, voilà. Tu diminues ton temps de gestion. Honnêtement, moi, mon portefeuille, je le regarde quasiment jamais. Maintenant, je fais confiance. Je travaille un petit peu au début pour savoir quelles entreprises je vais acheter et ensuite, je dors bien la nuit et j'ai plus à m'en soucier et je sais que dans 10 ans, je vais rouvrir le portefeuille et j'aurai gagné de l'argent, je reçois mes dividendes tous les mois. Il n'y a pas trop de questions à se poser. Alors qu'en effet, si j'investis dans des startups, je serais plus en mode, oula, qu'est-ce qui s'est passé? Quelle a été la nuit qui est tombée? Comme tu dis, du coup, tu es tout le temps, voilà. Une grosse entreprise, globalement, voilà, vous pouvez regarder une fois par an. Est-ce que tout va bien? Est-ce qu'elle a continué de faire des profits? Bon, OK. Amazon a toujours continué de vendre. OK. Voilà. Donc, ça, c'est assez simple. Pour les grosses entreprises, pour les plus petites, ça demande d'être beaucoup plus actif et c'est plus compliqué, évidemment. Ouais, c'est ça. Et du coup, donc là, il nous manque une troisième erreur que tu nous as pas encore dit. Donc là, quelle est la dernière grosse erreur que la plupart des gens font, les débutants, je pense, en bourse? Eh ben, je t'en ai parlé au début. Donc, en moyenne, la performance est de 2%. Et donc, je pense, elle est 2% au lieu d'être à 10% parce que, les gens, donc on l'a vu, achètent des entreprises de mauvaise qualité. Donc, forcément, ça a l'effet contraire. C'est-à-dire que là, au bout d'un moment, ils perdent de l'argent dessus. On l'a vu, l'erreur numéro 2, c'est qu'ils achètent trop cher. Donc, quand il y a une bulle, tout le monde dit d'acheter l'action et donc ils l'achètent. Et la troisième erreur, c'est justement de vendre ces actions de qualité avant qu'elles aient eu le temps de rejoindre leurs fondamentaux. Et donc, en fait, c'est simple, c'est que psychologiquement, c'est beaucoup plus facile d'acheter quand tout le monde achète. D'accord, on a ça embrainé en nous, là, tu vois, le côté effet mouton, comme on dit, c'est-à-dire on a envie de suivre un peu la troupe, on n'a pas envie d'être la personne dissidente, parce qu'à l'époque, être très dissident, c'était se retrouver avec la tête tranchée. Et donc, on a encore ça en nous et on se dit, oulala, tout le monde est en train d'acheter cette action, il faut que j'achète moi aussi. Et au contraire, quand tout le monde se met à vendre une action, on se dit, oulala, c'est pas bon, il faut que je parte. Et ce comportement-là, donc d'acheter quand l'action est haute et de vendre quand l'action est basse, c'est la meilleure manière de diminuer évidemment sa rentabilité. C'est-à-dire qu'on se fait avoir, on a une espèce de swing émotionnel et on rentre dans un manège à sensations où on achète toujours au plus haut et on vend toujours au plus bas. Donc à nouveau, il faut prendre du recul, voir de manière logique, regarder et notamment les profits là-dessus, je trouve que ça aide beaucoup parce que justement on se dit ok, bon, l'action a baissé parce qu'il y a une mauvaise news, voilà, apparemment là dernièrement Facebook, apparemment ça serait du tabac pour la jeunesse, donc voilà, mauvaise news par rapport à Facebook. Je vois que l'action baisse, mais je regarde ses profits, je regarde concrètement ce qui se passe derrière l'action parce que ce que j'ai c'est une entreprise. Qu'est-ce que je vois? Les profits sont toujours stables, ils ont même augmenté de 30% l'année dernière. Donc il y a pas pourquoi, enfin, tant que fondamentalement les profits d'une entreprise ne diminuent pas, moi ça m'inquiète pas parce que je me dis à nouveau, je sais que sur le long terme, il y a 90% des entreprises qui vont rejoindre leurs fondamentaux. Donc si je vois une entreprise, tu vois, qui
dont le prix chute et ça va arriver parce qu'il y a toujours des… Voilà, en fait, ce qu'il faut bien savoir en bourse, c'est que sur le court terme, c'est vraiment l'aspect émotionnel qui rentre en jeu. Donc, est-ce que cette entreprise est à la mode? Est-ce qu'on a dit du bien d'elle dans les médias? Voilà, est-ce qu'il y a des traders qui sont dessus, qui cherchent à gagner de l'argent? Voilà, c'est ça qui va faire bouger l'entreprise sur le court terme. Mais sur le long terme, ça reste les fondamentaux qui vont dicter la réussite de l'entreprise. Donc, à nouveau, on l'a vu, une entreprise qui fait plus de profit sur 10 ans, vous êtes sûr de gagner de l'argent sur les 10 prochaines années. Si vous achetez une action et que vous espérez en 10 jours gagner de l'argent, là, ça va être beaucoup plus compliqué parce que sur 10 jours, c'est pas du tout les fondamentaux de l'entreprise qui règnent, c'est purement les sentiments des investisseurs. Et alors là, il y a certaines personnes apparemment qui y arrivent, mais moi, j'y arrive pas. Hein, c'est-à-dire essayer de deviner ce que les gens vont penser d'une entreprise. Et on parle de millions d'investisseurs vont penser d'une certaine entreprise à un moment donné. J'en sais rien et c'est pas grave, c'est pas grave. Peu importe ce qu'ils en pensent, moi je vais plutôt profiter justement du fait que quand ils pensent un peu négativement d'une entreprise, en profiter pour l'acheter et du coup profiter des profits voilà moins chers et un plus gros dividende. Donc voilà la dernière erreur et vous voyez je vous ai mis ici d'ailleurs, tu vois je l'ai mis parce que je veux bien m'en souvenir. La dernière erreur c'est tout simplement de ne pas garder vos actions sur le long terme. Ici je vous ai mis quelques performances d'actions que j'ai vendues trop tôt. On voit ici Oracle, on voit Disney, on voit Caterpillar. Moi-même j'ai fait cette erreur là, c'est-à-dire qu'à un moment je me suis dit, ah ouais il y a une mauvaise nouvelle sur cette entreprise ou alors le prix est pas tout à fait juste ou enfin tu vois je me trouvais des raisons pour vendre des entreprises et vous voyez que par exemple Caterpillar quand je l'ai vendu j'ai fait 4% de profit. Aujourd'hui je ferais 61% de profit si je vendais Caterpillar si je l'avais gardé plus les dividendes. Donc j'ai perdu 58% à cause de ça. Oui, ici énorme. alors évidemment, j'aurais pu acheter d'autres actions avec, tu vois, avec cet argent. Donc, j'ai acheté d'autres actions avec cet argent. Donc, on peut pas vraiment dire, il faudrait comparer ce que j'ai acheté en comparaison. Mais globalement, on voyait que sur les différentes actions que j'ai vendues dans mon historique d'investisseur, à chaque fois, dans 80% des cas, c'était des mauvaises décisions. Vous voyez que j'aurais conservé cette action, j'aurais gagné de l'argent. Là, je l'ai vendu. Donc, il y en a deux, vous voyez, que j'ai vendu au bon moment, on va dire, puisque finalement, je l'ai vendu à 6%. Aujourd'hui, elle est à moins 3. Celle-ci, j'ai vendu à 17. Maintenant, elle est à 2. Mais dans 80% des cas, j'ai perdu de l'argent. Et donc, voilà, ne faites pas la même erreur que moi. Une fois que vous avez acheté une entreprise, qu'elle continue de faire des profits, que vous avez bien fait votre travail au début, vous l'avez acheté à un prix juste, c'est une entreprise de qualité, vous ne la touchez plus. Vous la laissez faire son travail et sur le long terme, vous serez gagnant, même si sur le court terme, on l'a vu, sur 1 ou 2 ans, votre action peut perdre de la valeur. Donc, il faut être mentalement fort, tu vois, et garder ses actions sur le long terme. Et vous voyez que là, voilà, j'aurais fait des performances bien meilleures si j'avais gardé ces actions-là. Et malheureusement, il y en a certaines que j'ai vendues et quasiment dans 80% des cas, c'était une mauvaise décision. Et aujourd'hui, du coup, ce que je fais pour me motiver, et tu as dû le voir, je le propose notamment sur la formation, je compte les jours carrément depuis combien de temps chez cette entreprise et je me dis, Roman, interdiction de vendre tant que tu n'as pas conservé ton entreprise 10 ans. On voit que pour l'instant, l'entreprise que j'ai conservée le plus longtemps, c'est Kimberly-Clark. Ça fait 10 ans, donc 1187 jours que j'ai cette entreprise. 33%, je l'ai acheté le 18 juillet 2018. Vous voyez que j'avais payé, j'avais payé $3 500. Aujourd'hui, ça vaut 4200. Donc, j'ai quand même fait une plus-value assez sympathique. Et j'ai aussi touché $274 de cette entreprise. Et vraiment, mon objectif, c'est de me dire, OK, je la garde jusqu'à que je sois à mes 10 ans. Et au bout de 10 ans, voilà, je fais mon travail une fois, j'achète, je touche plus pendant 10 ans. Et au bout de 10 ans, je vois combien j'ai gagné. Et vous voyez que plus le temps passe ici et plus on a des très bons scores. Donc ici, on voit par exemple que j'ai pris 30% sur cette action. Donc en effet, vu que c'est il y a plusieurs années qui se sont écoulées, ça ne fait que 9%. Donc là, je suis à peu près comme le SP500, environ 10% par an. Donc c'est cool. Mais ici, vous voyez que je suis à 135% par rapport à Lowe's. Donc c'est-à-dire que toutes les actions ne vont pas monter forcément. Il y a des actions qui vont monter plus vite, qui vont augmenter leur profit de manière d'être plus rapide. Et là, Lowe's, vous voyez que c'est vraiment impressionnant. Si je vais ici dans mon portefeuille, c'est une des actions, je crois, qui a le mieux marché pour moi. Vous voyez que, et encore là, j'ai mélangé les deux portefeuilles. J'ai racheté Lowe's dernièrement, donc je vais aller uniquement sur mon ancien portefeuille, puisque j'ai créé un nouveau portefeuille pour la formation. Vous voyez que Lowe's, je les ai achetés, j'avais acheté $94 l'action. Aujourd'hui, elle vaut 219. Donc, on est à 131% de profit. Donc, voilà, vous allez avoir certaines actions comme ça qui vont cartonner. Évidemment, celle-ci, gardez sur le long terme. À nouveau, on voit un dividende extrêmement sécurisé. On voit qu'il est versé depuis 58 ans, augmenté depuis 58 ans, augmenté de 17%. Donc là, on n'est pas à 6% par an, on est à 17% par an sur les 5 dernières années. Donc voilà, vous avez aussi des entreprises qui sont excellentes et qui vont vous donner des performances plus intéressantes que le marché et qui vont vraiment permettre de booster votre portefeuille. Et l'objectif, c'est d'aller vraiment trouver ces entreprises-là. Et une fois que vous avez acheté, une fois que vous avez confiance, vous ne les touchez plus. Et donc là, vous voyez que je suis à 9% de performance. Donc, on a dit sur Kimberly-Clark, je suis à 57% sur Lowe's, je suis à 8% sur 3M, je suis à 24% sur AOS. Donc, voilà. Et encore, vous voyez que il n'y a pas encore les 10 ans qui se sont écoulés. Donc, plus le temps passe et plus je sais que je me rapproche des fondamentaux de l'entreprise. Donc, à nouveau, si l'entreprise réussit sur les 10 prochaines années et qu'elle augmente ses profits, même si sur 1 ou 2 ans, 3 ans, je perds de l'argent parce que je vois que l'action perd de l'argent, tant que j'ai pas vendu, j'ai pas perdu de l'argent, je reçois en plus des dividendes et je sais que sur le long terme, je vais être gagnant. Ouais, on voit que tu sélectionnes bien tes actions, puisque du coup, il n'y en a aucune qui est en négatif. Donc, tu as des très bons critères, et justement, donc ça, c'est tout le sujet de ta formation. Et justement, on va en parler, parce que du coup, c'est une formation que moi, j'ai commencé à suivre quand tu l'as lancée. Donc, c'était l'année dernière en
en octobre ou novembre dernier, je crois que c'était octobre dernier, je crois, en 2020. Et donc, ça fait un an donc on va passer la date d'anniversaire de la formation. Ça fait un an que je suis dedans. Et donc, moi, je vais donner après mon avis après que tu l'aies présenté. Donc, je vais te laisser en parler un peu plus en détail. Mais en gros, c'est une formation dans laquelle toi, tu expliques comment investir en bourse. Et surtout, tu vas bien plus loin que ça, puisque tu vas proposer des actions à acheter. Et tu vas même encore plus loin que ça, puisque tu vas réellement les acheter. Donc, tu vas prouver que tu appliques, tu manges de ta soupe, tu vois, tu vas appliquer ce que tu vends avec le portefeuille Trident, que tu appelles le portefeuille Trident, puisque c'est la méthode Trident, c'est le nom de ta formation. Et donc, est-ce que tu peux en parler un peu plus, expliquer qu'est-ce que tu as dans la formation, comment fonctionne cette formation, quoi, globalement? Ouais, j'ai essayé de vous montrer le maximum de choses dans cette vidéo, vous donner vraiment, et là je vous donne plein de choses, mais c'est vrai que c'est difficile de tout expliquer sur la bourse en seulement une vidéo, même d'une heure. Donc voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Et en effet, j'ai décidé de créer cette formation parce que je me suis rendu compte qu'il fallait structurer. Je faisais des vidéos sur YouTube, mais tu vois, je donnais un conseil par-ci, un conseil par-là, et j'avais beaucoup de questions. Et donc à un moment, je me suis dit, ok, il faut que tu fasses une formation qui explique étape par étape ce qu'il faut faire. Et donc j'ai créé du coup cette formation qui a un petit peu tout ce que j'aurais aimé savoir, tu vois, quand j'ai démarré. Donc toutes les choses que j'ai expliquées là, mais de manière plus coordonnée. Il y a des choses dont on n'a pas parlé. Vous voyez, j'avais prévu de vous parler évidemment un petit peu, par exemple, du PEA, du compte titre, donc la fameuse fiscalité, dans quoi il faut investir. Est-ce que c'est intéressant d'acheter des trackers? Donc je vous montre un petit peu ici le SP500. Vous voyez, vous avez les 500 plus grandes entreprises américaines. Et vous voyez, de nouveau, on voit, c'est intéressant. Là, c'est vraiment, c'est une énorme quantité d'entreprises. Et on voit, par exemple, que ici, ça avait chuté pendant la bulle Internet. Ici, ça avait chuté en 2008. Et ici, on voit que ça a chuté durant la Covid. Mais comme je disais, globalement, si vous achetez le SP500 à un prix à peu près correct et vous le gardez sur le long terme, vous gagnez de l'argent. Et ce qui me dérange aujourd'hui un peu avec le SP500, donc acheter un tracker avec 500 entreprises, certes, vous êtes très diversifié, mais vous voyez aujourd'hui que le PER est très cher. Et historiquement, ça n'a jamais été une bonne idée d'acheter des entreprises avec un PER trop élevé. Donc ici, on est à 24. Vous voyez que par exemple, si dans les années 2000, vous aviez acheté des entreprises avec un PER de 28, donc c'est encore un peu plus cher, mais bon, imaginons, globalement, vous auriez passé 10 ans avec quasiment très, très peu de performance, donc 3% par an. Donc voilà, aujourd'hui, c'est ça qui me dérange en achetant toutes les entreprises du secteur, c'est que toutes les entreprises, par exemple, les 500 plus grandes entreprises américaines, c'est qu'aujourd'hui, elles sont très chères par rapport à leurs profits. Et donc, à moins que les profits, on l'a vu, montent très rapidement et rejoignent, dans ce cas, ça sera peut-être gagnant pour vous. Mais dans la majorité des cas, sûrement que la courbe noire va redescendre pour rejoindre la courbe des profits. Et donc, votre performance pourrait être moins bonne sur le court terme. Donc, c'est toujours un investissement qui est intéressant sur le long terme. Mais aujourd'hui, je trouve que c'est un peu cher. Et c'est pour ça que j'aime bien aller sélectionner moi-même des entreprises qui sont à des prix plus intéressants. Et je vous ai montré ici, par exemple, l'exemple de Lockheed Martin, qui est une entreprise à nouveau qui a battu le SP500, qui a fait plus de croissance que lui et aujourd'hui qui se vend à un PER de 16. Donc, à nouveau, si on compare avec le SP500 qui se vend à un PER de 24, vous payez quasiment 2 fois plus cher pour avoir les 500 plus grandes entreprises américaines plutôt qu'avoir Lockheed Martin. Donc, c'est un petit peu ce que j'ai décidé de proposer dans l'information, c'est vous présenter les entreprises les plus intéressantes. Et donc globalement, voilà ce que vous allez avoir quand vous allez vous connecter, vous allez vous inscrire. On mettra en dessous le lien de la page de présentation. Vous avez une vidéo où je vous explique vraiment tout. Voilà. Et donc vous allez avoir accès à la formation Trident avec première semaine, je vous explique un petit peu comment mettre plus d'argent de côté pour investir un maximum. Deuxième semaine, les bonnes pratiques à avoir pour protéger votre argent. Qu'est-ce qu'il faut faire avant d'investir en bourse? Troisième semaine, comment justement trouver ces actions qui vont surperformer, qui sont vraiment de bonne qualité, que vous allez pouvoir conserver sur le long terme. Et enfin, quatrième semaine, on passe à l'action, on ouvre vos comptes et on commence à investir. Là, j'ai mis en semaine, mais honnêtement, je ne sais pas ce que tu en penses, Axel. C'est possible il y a une trentaine de vidéos. Je vais vraiment à l'essentiel. J'ai tout scripté. Et l'idée, c'est que vraiment, si vous avez une soirée ou même un week-end et que vous êtes à fond dessus, en un week-end, vous pouvez commencer à ouvrir vos comptes et acheter vos premières actions en bourse et donc toucher le mois suivant vos premiers dividendes. Ça a été quoi ton expérience, Axel, de la formation justement? Alors moi, j'ai vachement apprécié la formation et sur la partie programme justement dont tu parles actuellement, moi je pense que ça vaut mieux, je pense, de le consommer en une semaine, histoire de bien accumuler toutes les informations parce qu'en fait, tu as beaucoup d'informations et quand on est débutant complet, moi j'avais acheté quelques actions avant sur DeGiro, donc j'avais un petit peu d'expérience à mon niveau, donc ça a été, mais je pense que pour quelqu'un qui a vraiment un niveau zéro, je pense que c'est bien une bonne semaine pour prendre le temps de respirer, pas besoin d'aller hyper vite. De toute façon, les actions, ça va aller sur le long terme. Et du coup, après, donc, tu n'as pas donné tous les avantages de la formation. Mais moi, ce qui me plaît le plus, c'est donc tu as la partie cours, donc la partie vidéo formation, où ça t'explique
je pense que ce que j'ai beaucoup apprécié dans cette partie vidéo, c'est l'aspect beaucoup plus, pas mindset, mais explication de la stratégie, tu vois. Que j'avais beaucoup moins, j'avais pas cette vision de me dire, bon, pourquoi est-ce que j'investis sur le long terme, quels sont les intérêts d'investir sur le long terme, et finalement, est-ce que c'est pas mieux d'acheter du Tesla et peut-être que ça va prendre 10% en 2 jours. Voilà, donc en gros, tu expliques vraiment tout ça, comment tu le fais, tu expliques ensuite comment tu choisis tes actions. Ce qui est pas bien, du coup, c'est que la méthode qui est basée sur un abonnement, tu peux tout à fait l'apprendre sur 1, 2 ou 3 ans. Une fois que tu as ton socle de connaissances et que tu sais comment faire, tu peux te débrouiller tout seul. Et donc ça, c'est ça aussi que tu vends, c'est le fait de pouvoir être en autonomie via tes vidéos. Et ensuite, la partie où justement, les mecs, ils ont pas envie de se prendre la tête à être en autonomie, à faire ses recherches, etc. Là, tu proposes justement la sélection Trident. Et pour moi, c'est là où tu as la vraie valeur ajoutée de la formation, puisque les vidéos, c'est hyper bien et tout, c'est hyper cool pour apprendre déjà le socle de base de connaissances. Mais ensuite, l'idée, c'est de passer à l'action. Ça, c'est, moi, je pense que la vraie valeur, c'est quand tu achètes la formation, il faut que tu achètes tes premières actions dans les 2, 3 prochaines semaines qui arrivent après, quoi. Et donc, toi, ce que tu proposes, c'est chaque semaine, c'est de faire une sélection d'actions. Donc, je vais te laisser te expliquer un petit peu ce que c'est, en quoi ça consiste. Non, mais tu as complètement raison. J'ai un peu deux types de clients. J'ai des clients qui souhaitent vraiment comprendre mon mode de fonctionnement et eux-mêmes faire leurs recherches, chercher les actions parce qu'ils ont envie d'être complètement indépendants. Et j'ai au contraire des clients qui se disent, OK, Roman, moi, j'aime ta stratégie. J'ai pas envie de me prendre la tête. J'ai juste envie de copier-coller tes actions. Et donc, présente-moi les actions que tu achètes. Voilà. Et donc, je partage en toute transparence mon portefeuille. On achète chaque semaine. Je vous annonce les actions que j'achète. Ça veut pas dire que vous devez acheter les actions toutes les semaines. Vous pouvez vous connecter une fois par mois, regarder quelles sont les actions les plus intéressantes et boum, les acheter. De toute façon, moi, toutes les semaines, je mets à jour le fichier. Je vais vous montrer juste un petit peu, mais en effet, une fois que vous avez la formation, donc voilà, vous pouvez la suivre. Tu as raison, sur une trentaine de jours, je pense que c'est bien suffisant. Ça vous permet vraiment d'avoir tout ce qu'il faut. Une fois que vous l'avez, vous avez accès comme ça à un espace de formation. Vous allez avoir ici toutes les vidéos de cours. Donc, vous pouvez vous prendre une trentaine de jours pour les regarder. Je les mets à jour. Ça, c'est par exemple une nouvelle vidéo que j'ai remis à jour pour clarifier certaines choses. Donc voilà, c'est pour ça que c'est un abonnement aussi. C'est parce que régulièrement, toutes les semaines, je mets des mises à jour et j'explique vraiment pour que vraiment tout soit clair. Je suis aussi vraiment disponible par message si jamais il y a des questions. Et comme tu as dit, je propose la section Trident. Donc, je vais non seulement vous dire quelles sont les actions les plus intéressantes du moment achetées et quelles sont les actions que j'achète sur mon portefeuille, mais en plus de ça, vous avez une vidéo d'analyse de l'entreprise, vous voyez, qui fait ici une dizaine de minutes. Donc voilà, en dizaine de minutes, vous pouvez savoir tout ce qu'il y a à savoir sur l'entreprise. Comme ça, vous achetez pas n'importe quoi. Là, c'est super parce que vous achetez une entreprise, vous savez ce que vous achetez. Voilà, vous dites pas, OK, j'ai juste acheté l'entreprise parce que Roman me l'a dit. Là, vous pouvez en 10 minutes avoir l'essentiel de l'entreprise et comprendre comment elle fonctionne et pourquoi j'estime que c'est une entreprise intéressante. Et vous avez ici la présentation sous forme de texte de la vidéo avec la répartition des ventes de l'entreprise, ses avantages, mais je parle aussi de ses inconvénients parce que le but, c'est évidemment de comprendre aussi les risques que comporte chaque entreprise. À la fin, je donne une note de qualité et je vous invite plus ou moins à acheter l'action et vous avez un fichier sheet qui vous dit à quel prix je vous recommande de l'acheter. Donc voilà, l'idée, c'est d'avoir un vrai suivi pour vous et de pouvoir savoir quelles sont les actions les plus intéressantes du moment et chaque semaine pouvoir les acheter directement avec moi. Et la petite nouveauté aussi, donc chaque semaine, je fais des publications où je vous dis un petit peu, par exemple, là, c'est une mise à jour de cours. Là, je vous dis quelles sont les actions qu'on a achetées cette semaine sur le portefeuille. Et c'est aussi un forum, c'est-à-dire que vous pouvez aussi poster vos questions directement. Donc, vous pouvez me les poser à moi juste en utilisant le petit bouton de chat là si vous avez des questions. Mais vous pouvez aussi poster directement sur la formation et vous aurez aussi les autres membres qui vous répondront. Donc là, on a une question sur l'investissement immobilier. Là, on a un membre qui se présente. Ici, on a une nouvelle section Trident, donc c'est la numéro 21. Donc, c'est-à-dire que si vous inscrivez, vous avez directement 21 actions analysées en détail et vous pouvez voir quelles sont donc les plus intéressantes du moment que vous pouvez acheter. Et donc, comme tu l'as dit, moi, j'ai pas envie d'avoir des clients qui juste consomment. Tu vois, c'est un peu la masturbation intellectuelle. Voilà, j'ai appris plein de choses, mais j'ai rien fait. J'ai vraiment envie d'avoir des clients qui regardent la formation. En 30 jours, ils ont tout compris. Hop, ils passent à l'action et ils achètent les actions et ils constatent par eux-mêmes les propres résultats et la puissance du système, quoi. Clairement. Après, moi, je l'ai vraiment vu comme un investissement. C'était de me dire, j'ai un peu de capital à placer et surtout, je vais faire en sorte de dégager tous les mois des sous à placer en bourse. Est-ce que je le fais tout seul? Est-ce que je passe du temps à venir sélectionner mes entreprises? En plus, déjà de base, je ne savais pas quels étaient tous les critères pour sélectionner une bonne entreprise. Et du coup, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le fais tout seul? Est-ce que je le fais accompagner? Et du coup, il y avait déjà des formations sur le marché qui proposaient ça, qui proposaient alors soit de faire une formation sur la bourse et donc qui expliquait comment investir en bourse, comment sélectionner une bonne action, etc. Mais il y avait ce que je te disais au début, tu vois, c'est que tu n'avais pas le côté hyper transparent. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans tes vidéos, c'est que du coup, tu montrais ton portefeuille clairement et tu disais, là, j'ai fait une grosse erreur, j'ai perdu tant d'euros. Enfin, tu vois, tu avais un discours qui était hyper transparent, alors que la plupart des gens vont justement essayer de masquer leurs erreurs et faire genre comme si tout était beau, tu vois, tout était vert. Donc moi,
C'est ce qui m'a donné confiance, tu vois, dans la formation. Et du coup, voilà. Et donc, pour moi, les vrais avantages qui ont fait que pour moi, tu as une grosse valeur ajoutée dans ta formation. C'est pour moi trois choses. Donc déjà, bah, tu as le contenu qui est très bien, tu vois, j'ai vachement appris dessus. Mais c'est surtout aussi que en fait, tu vas utiliser des outils qui vont être payants. Donc, tu as plusieurs outils qui vont être payants. Tu as vu FastGraph et tout ça, c'est un abonnement. Je crois que c'est, tu me corriges, mais je crois que c'est $500 par mois, un truc comme ça. Et tu vas avoir d'autres outils, par exemple, Simply Save Dividend. Tu vas en avoir deux, trois autres, etc. pour C'est- avoir c'est- des. je te- Ouais, Ouais, alors je t'arrête juste, c'est pas $500 par mois, c'est plutôt $500 par an. par an, pardon. Mais en effet, je dépense environ 2 000 à 3 000 $ d'outils poussés pour justement faire les recherches. Donc, j'explique aux membres de la formation justement un petit peu comment faire si vous avez moins de capital et vous souhaitez quand même faire vos recherches par vous-même. Mais de manière générale, je recommande d'utiliser ces outils-là parce qu'ils font gagner beaucoup de temps, parce qu'ils sont beaucoup plus précis sur les actions et parce que voilà, on veut faire les choses bien, comme je vous l'ai dit à la base. Donc, moi, je paye ces outils-là et je vous donne vraiment tout ce qu'il y a à savoir. Donc, par exemple, sur l'entreprise, vous allez avoir l'estimation de phase grave, vous allez avoir le score de sécurité de SimpliSafe, vous allez avoir le nombre d'années de versement. Donc, vous allez tout avoir sur le fichier sheet et ça vous évite, vous, de dépenser ces 3 000 € par an. Donc, en effet, rien que là-dessus, l'idée, c'est de vous donner accès aux meilleurs outils du marché pour beaucoup moins cher que ce qui coûte, quoi. Ouais, on économise sur ça. Et puis aussi, on économise sur le temps passé à analyser. C'est-à-dire qu'en fait, même si on avait accès gratuitement aux outils, bah, il faudrait passer du temps à analyser les actions, etc. Ça, c'est un travail que toi, tu fais déjà. Et donc, du coup, tu fais la synthèse dans ton fichier pour dire, bah, voilà, en synthèse, c'est une bonne action. Pourquoi? Et surtout, tu vas donner, par exemple, un prix juste. Et tu vas dire, bah, en gros, si le prix actuel de l'action, il est inférieur, eh ben, ça vaut le coup de l'acheter. S'il est au-dessus, ça vaut peut-être pas le coup de l'acheter. Et donc, pour moi, ça, c'était hyper, hyper important parce que justement, moi, je suis ce deuxième type de client dont tu as parlé. C'était plus, bah voilà, j'ai des sous, j'ai pas envie de me prendre la tête à faire ma sélection. J'ai envie de recevoir par mail ma petite sélection une fois par semaine de mon action et de voir est-ce que j'achète ou pas, est-ce que ça me plaît, est-ce que ça me plaît pas, et pas me prendre la tête, quoi. Et du coup, bah, ça répond exactement à mes besoins. Et donc, c'est ça que j'ai vachement apprécié, c'est que du coup, tu fais une synthèse, tu fais un gros travail de synthèse. Donc, l'action est, enfin, c'est bleu, vert ou rouge. Donc, c'est hyper simple, comment dire, à savoir si on achète ou pas. Donc il y avait ça, il y avait aussi le support, donc tu es hyper réactif par message. Bon voilà, on a une question maintenant, on a le forum. Donc avant, c'est ça qui manquait, on n'avait pas le forum. Et donc depuis que Podia a rajouté les forums sur leur espace membre, donc là, ça rajoute bah, plus d'interactivité avec les autres membres et pouvoir échanger, surtout pouvoir rechercher parmi des anciens sujets. Donc ça, c'est super cool. Et donc voilà, donc pour moi, c'était les trois critères. C'était le fait que tu aies accès à des outils payants, enfin, qu'on n'a pas besoin de payer, que tu fasses la synthèse et que tu donnes un juste prix et le support où tu es super actif. Donc, pour moi, c'est ça donc, mon petit feedback, tu vois, sur la formation. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs que je t'avais invité, parce que j'avais envie de faire une interview avec toi. Bah, déjà, pour faire une vidéo sur la bourse et parce que moi, je suis pas un expert de la bourse. Moi, je fais justement à travers ce que j'apprends, donc à travers tes vidéos, à travers les vidéos que je regarde sur Internet, bah, j'essaie de faire mon contenu YouTube dessus. Mais quand je sais qu'il y a un bon contenu qui est mieux que moi, bah, j'en fais la promotion, comment dire, aisément. Et comme j'ai vraiment apprécié cette formation, sincèrement, et ben voilà, je t'ai proposé de venir ici. C'est vraiment super sympa ce que tu as dit, Axel, sur ton expérience et ça me fait super plaisir. J'ai vraiment envie d'avoir des clients satisfaits. Vous avez 30 ou 60 jours d'essai satisfait ou remboursé. Donc, si jamais voilà, vous regardez toutes les vidéos de la formation, vous regardez les actions que je recommande, si jamais ça vous plaît pas, je vous rembourse. J'ai envie d'avoir que des clients qui sont entièrement satisfaits et tu vois, qui obtiennent 10 fois plus de valeur. À nouveau, on parlait de 300, voilà, la formation coûte 300 € ou 400 € et vous avez 3 000 € d'outils. Je vais vous donner toutes les actions. Donc, l'idée aussi, c'est que vous gagnez plus de 300, vous finissiez peut-être pas au début quand vous avez un petit capital, mais rapidement, vous gagnez plus de 300 € par an grâce à toutes les recommandations que je vous fais. Donc voilà, mon but, c'est vraiment d'avoir 10 fois plus de valeur. Hein. C'est-à-dire, vous mettez 300, vous obtenez 3 000 € de valeur. Vous faites pas toutes les erreurs aussi, on n'en parle pas assez, mais toutes ces erreurs-là, moi, elles m'ont coûté beaucoup, beaucoup d'argent. J'ai dû perdre, je sais pas, 50 000 € de plus-value parce que je ne savais pas toutes ces choses-là. Donc, j'avais vraiment envie de faire quelque chose qui soit carré, qui permette de sauter un petit peu, d'accélérer l'apprentissage et de sauter un petit peu toutes ces erreurs-là. Comme tu as dit, je suis très présent aussi. Si jamais il y a la moindre question, j'essaie de répondre à toutes les problématiques. Je remets à jour aussi très régulièrement. Par rapport au capital minimum, je conseille souvent de ne pas démarrer si vous avez un capital de moins de 100 € par mois. Donc, si vous n'êtes pas capable de mettre 100 € par mois, je pense qu'il est plus intéressant de commencer à travailler, à investir en vous-même, à développer des compétences pour justement générer ce salaire-là. Mais voilà, à partir du moment où vous êtes capable de mettre plus de 100 € par mois en bourse, je pense que c'est très, très bien de suivre la formation. Même si vous avez moins de 100 € par mois, vous pouvez commencer à placer un petit peu d'argent, etc. Je pense pas que vous avez forcément besoin d'une formation parce qu'au début, c'est juste un petit peu, vous pouvez vous faire un petit peu d'expérience. Mais dès que vous commencez à mettre un capital plus important, donc 100 € par mois, voilà, ça commence à faire 1 200 € par an, ça commence à être assez important. Là, je vous recommande vraiment de suivre la formation pour vraiment avoir tout ce qu'il faut ne pas faire et éviter du coup les mêmes erreurs que j'ai fait à mes débuts, quoi.
Ok, bah écoute, merci en tout cas d'être venu et d'avoir donné toute cette vidéo-là avec plein de conseils. Je suis sûr qu'il y a plein de conseils que plein de gens ne connaissaient pas. Et surtout donc le top 3 des heures, d'acheter une action au bon prix. Je sais plus ce qu'il y avait déjà d'ailleurs, c'était quoi d'autre? Donc, Euh, action de qualité à un Action de prix juste qualité. et les Voilà, garder sur le long terme. Un truc aussi dont j'ai exactement. pas parlé, tu vois, c'est que je fais différentes sélections sur les actions. Et vous avez aussi, et c'est ça qui est intéressant quand on achète ses propres actions plutôt qu'acheter un panier d'actions et pas du tout savoir ce qu'il y a dedans, vous pouvez sélectionner les actions qui vous correspondent. Donc, à la fois d'un point de vue éthique, voilà, voir si elles vous plaisent, si vous êtes vous-même consommateur, ce genre de choses, mais également d'un point de vue en fonction de vos objectifs. Donc, si vous êtes par exemple proche de la retraite et vous souhaitez avoir plus de dividendes, vous allez pouvoir investir dans les actions pour avoir plus de dividendes. Et au contraire, si vous êtes plus jeune et que vous souhaitez avoir plus de croissance, je vous fais aussi des sélections sur les entreprises plus rapides. Donc, vous pouvez vraiment aussi personnaliser. Vous pouvez suivre Mm. toutes les actions que j'achète. Moi, c'est un portefeuille très diversifié avec donc ces 3 types d'actions, donc les rapides, les équilibrées et les payantes. Mais si vous souhaitez avoir plus de dividendes, vous pouvez aussi. Si vous souhaitez en avoir moins, vous pouvez aussi. Donc, ça reste aussi une méthode qui est assez personnalisable en fonction de vos besoins et de vos objectifs. Ok, bah écoute, c'est trop top. Et bah, si vous êtes intéressé, bah, il y aura le lien en description. Et si vous voulez retrouver Roman, bah, ce sera sur sa chaîne YouTube. Également, je vous mettrai le lien en description. Il a fait déjà des super vidéos gratuites qui sont disponibles, donc avec beaucoup de valeur. Donc pour ceux qui veulent pas investir dans la formation, déjà il y a des choses très intéressantes sur sa chaîne. Donc allez voir du coup la formation. Et puis bah, si vous avez des questions, encore une fois en commentaire. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci Roman d'être venu. Ça m'a fait très plaisir. Merci Axel, c'était très cool. J'espère que les gens ont pu apprendre plein de choses intéressantes. J'espère que ça pourra les aider. S'ils ont des questions, qu'ils n'hésitent pas dans les commentaires. Je vais essayer de revenir sur les commentaires sur la vidéo et essayer de répondre un petit peu à différentes questions parce qu'il y a toujours des questions super intéressantes. Merci à toi aussi pour tout le travail que tu fais. J'ai regardé pas mal de tes vidéos et ça fait super plaisir d'avoir ton retour d'expérience. Tu testes pas mal de méthodes d'investissement différentes. C'est toujours intéressant d'avoir ton retour là-dessus, quoi. Donc, merci à toi pour l'invitation et on se dit à très bientôt, peut-être pour une prochaine vidéo, quoi. Ouais, à très bientôt. Salut.